Bientôt Octobre Rose. Ah, le temps des courses solidaires, des rubans roses. J'adore cette couleur et j'adore la course à pied. Et en octobre, tu peux le porter sans avoir peur de dénoter ton t-shirt rose pétant. Cette année, il y a un teasing d'Octobre Rouge. Tu as vu? Oh, regarde. C'est la conférence sur le cancer du sein chez la femme jeune, alors qu'on est en septembre. Ils ne sont pas en retard, ceux-là. Alors, le programme, c'est regard croisé, triple négatif, génétique, métastatique. Oh là là, elles se sont bien compliquées la vie. Hein. Triple truc et machin chouette. Et le double négatif, ça donne un positif, non? Bah oui, parce qu'en maths, moins par moins, ça fait plus. Enfin, bref. Un cancer du sein, c'est un cancer du sein, non? Mais non. Dans le cancer du sein, tu as plusieurs types. Déjà, ils ne sont pas tous hormonodépendants. Tu le savais, non? Bon, allez, on y va. Donc, en effet, applaudissements bien mérités pour la troupe de théâtre Haut les Masques. D'ailleurs, on en profite pour les remercier de nous accompagner tout au long de la soirée. Également, un grand merci à vous tous. Alors, vous, professionnels de santé, en exercice, en formation, vous, patients, vous, proches aidants, d'être parmi nous ce soir pour cette soirée sur la thématique du cancer du sein chez la femme jeune. Donc, nos 3 associations, Jeunes et Roses, Collectif Triplette Rose, Génétique Cancer, nous sommes réunis pour vous apporter des regards croisés sur 3 sous-types de cancer du sein. Les cancers du sein triple négatifs, génétiques et métastatiques. Il est surtout important pour nous ce soir de vous parler de l'importance du diagnostic du cancer du sein chez la jeune femme. On ne sait trop que les chances de guérison dépendent beaucoup de la date de la découverte du cancer du sein. Donc il est vraiment vital d'éviter les retards de diagnostic. Et après ces 2 heures de regard croisé entre professionnels de santé, entre associations de patientes, on vous propose de continuer les échanges autour d'un cocktail en musique. Nous tenons tout d'abord à remercier la ville de Clermont-Ferrand pour nous avoir donné accès à cette superbe salle, ainsi qu'au personnel de la Maison de la Culture, en particulier l'équipe technique et Bruno Alvi pour leur accompagnement. Nous poursuivrons cette conférence par un cocktail dînatoire en musique qui vous est offert par nos 3 associations ainsi que nos partenaires Amoena, Aven et Roche que nous remercions chaleureusement. Nous remercions également le Centre Jean Perrin ainsi que le Pôle Santé République qui sont ce soir représentés par les docteurs Pierre Dalloz, Marie-Ange Mouret-Régnier et Mathias Cavaillé. Nous les remercions pour leur présence, leur expertise et le temps qu'ils nous ont accordé pour la préparation de cette conférence. Nous remercions également Edith Desmarais de Book Project pour ses dessins qui nous accompagneront sur toute la présentation. Et vous pouvez retrouver tous ces projets sur sa chaîne YouTube. Pourquoi vous? Donc, vous avez compris, on a choisi de cibler cette conférence dans un premier temps pour les professionnels du secteur médical, paramédical, donc non spécialisés en oncologie, puisque vous êtes en toute première ligne et parfois même porteur du diagnostic. Donc il nous semble important de vous apporter quelques informations plus précises sur certains types de cancers encore méconnus, ce qui peut vous permettre aussi d'être plus à l'aise quand vous êtes amené à échanger avec vos patientes et notamment les jeunes femmes. Comme vous disait aussi Angélique tout à l'heure, nous constatons encore beaucoup de retard de diagnostic, ce qui peut vraiment être fatal dans la prise en charge par la suite des patientes. Donc nous avons à cœur de sensibiliser les professionnels, les étudiants, tout comme l'opinion publique. La conférence est aussi ouverte aux patientes et aux proches, en espérant que vous puissiez y trouver des réponses à vos questions. Rappelons que le cancer du sein est un véritable enjeu de santé publique, puisque nous constatons environ 59 000 nouveaux cas par an, dont environ 12 000 chez les moins de 50 ans et environ 3 200 chez les moins de 40 ans. Aujourd'hui, on peut dire qu'une femme sur 8 sera concernée par cette maladie au cours de sa vie. Nous avons souhaité pour cette conférence parler surtout de ces 3 sous-types de cancer, triple négatif, génétique et métastatique. Pourquoi ? Déjà parce qu'en 2 heures, on ne pouvait pas aborder tous les types et sous-types de cancer. Nous avons également fait le choix de mettre en avant ce soir une réelle problématique à laquelle font face les jeunes femmes,
des cancers du sein de plus haut grade et agressifs, comme nous venons de l'évoquer. Elles font face à des stades de maladie plus avancés, c'est-à-dire des plus grosses tumeurs, des plus forts envahissements ganglionnaires, et puis il y a un peu plus de patientes métastatiques d'emblée par rapport à des femmes moins jeunes, donc un taux de maladie plus avancé au diagnostic. Il y a aussi une biologie qui est différente chez les femmes jeunes. L'âge moyen du cancer du sein, c'est 62 ans. Il y a plusieurs types de cancer du sein. Le plus fréquent, c'est le cancer du sein hormonodépendant. Il représente 70% des cas. On a ensuite le cancer du sein HER2 pour 20% des cas et 15% pour le triple négatif. Parmi le triple négatif, 40% des femmes ont moins de 40 ans. Ainsi, on a une surreprésentation du cancer du sein triple négatif chez la femme jeune. On observe aussi plus de mutations génétiques BRCA1 et 2 chez les femmes jeunes que chez les femmes moins jeunes. Cela reste trop fréquent d'être muté BRCA1 et 2 de façon générale, mais c'est surreprésenté chez la femme jeune. C'est environ 10% des cancers de la femme jeune qui sont associés à une mutation génétique. Merci Alexandra et Emmanuel. Et j'invite maintenant le docteur Dalloz Pierre et Clémence à me rejoindre. Je vais prendre juste un instant pour me présenter. Donc, je suis Angélique Dupré, je coordonne l'antenne Auvergne-Rhône-Alpes de l'association Jeunes et Roses. Et je suis accompagnée de Clémence Pissy, qui est une jeune patiente bénévole de l'association Jeunes et Roses sur Clermont-Ferrand. Et on est ravis d'avoir avec nous le docteur Pierre Dalloz du pôle Santé République, qui va se présenter dans quelques minutes, et Clémence qui apportera son témoignage aussi tout à l'heure. Donc, je vais vous dire un petit mot sur l'association Jeunes et Roses, qui est un collectif de jeunes patientes touchées par un cancer du sein. Donc, Jeunes et Roses, c'est un collectif de lutte contre le cancer du sein chez la jeune femme. C'est aussi Jeunes et Roses 3 grands projets. Donc, le projet des tétonnantes. Donc, l'association elle a été créée en 2017 sur Bordeaux par 2 jeunes patientes, Mélanie et Christelle, qui sont les 2 cofondatrices de l'association, qui ont eu leur cancer du sein à 31 ans et 32 ans pendant leur période d'allaitement. Donc, l'association a d'abord été créée avec ce réseau des tétonnantes, qui est un réseau d'écoute, de soutien, d'entraide entre anciennes et nouvelles jeunes patientes touchées par un cancer, par du soutien téléphonique, par l'organisation de rencontres. C'est vrai que quand on peut partager avec une personne, une autre femme qui a traversé ou qui traverse la même épreuve que nous, c'est vraiment une véritable bouffée d'oxygène. Il y a également notre projet Alerte Rose, qui est notre projet de sensibilisation aux professionnels de santé en exercice et en formation, aux différentes problématiques spécifiques qui touchent la jeune femme. Donc, en effet, qu'on soit touché par un cancer du sein à 70 ans, à 50 ans ou à 30 ans, on a le même problème, mais on rencontre des problématiques qui sont plus spécifiques liées au jeune âge. Comme tout ce qui va être, toutes les questions liées à l'oncofertilité, une maternité parfois mise à l'épreuve, ou encore une vie familiale, professionnelle chamboulée, l'accès à l'immobilier beaucoup plus compliqué, le retour au travail, mais aussi de devoir faire face à des retards de diagnostic et des cancers du sein qui sont souvent plus agressifs. Et aussi parfois des cancers du sein pendant la période de grossesse et d'allaitement. Et enfin, le projet du télététon, qui est notre projet de sensibilisation au cancer du sein chez la jeune femme auprès du grand public, avec une attention particulière portée auprès des jeunes, dans les lycées, au sein des structures de jeunesse, et auprès du public vulnérable. Pour cela, on utilise beaucoup l'humour, le ton décalé, on passe aussi beaucoup par les arts, la musique, la photo, la danse, et on passe aussi beaucoup par le principe de transmission pour faire passer des messages de prévention qui sont impactants et forts. Donc on anime notamment des ateliers poète-poète, qui sont des ateliers d'apprentissage au geste de l'auto-examen mammaire et la connaissance des différents symptômes que peut prendre un cancer du sein. Vous pourrez découvrir tout à l'heure. Donc il n'existe pas un, mais des cancers du sein, comme on l'a dit tout à l'heure. Et avant de faire un focus sur les 3 sous-types de cancer du sein qu'on a évoqués en introduction, on va d'abord s'arrêter, faire un rappel sur le développement du cancer du sein et sur le cancer du sein hormonodépendant et HER2 qui sont les plus fréquents. Et pour cela, je cède la parole au docteur Pierre Dalloz. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je suis très honoré là, de pouvoir venir participer à cette soirée. Donc, je vais prendre. Voilà, ce sera mieux.
Donc voilà, donc la question se porte sur le développement d'un cancer, je dirais en général, puisque finalement il n'y a pas forcément une spécificité par rapport au cancer du sein. Alors c'est une question intéressante, parce que moi donc, je suis oncologue au Pôle Santé République, mais je fais voilà, une cancérologie générale, avec évidemment quand même une grande part de mon activité dans le cancer du sein. Et donc c'est une question très intéressante pour un oncologue clinicien qui ne fait pas forcément de recherche ou de biologie, et ça m'a permis de rouvrir pas mal de bouquins. Alors du coup, je me suis appuyé sur les petits dessins là qu'on nous a présentés au départ, qui sont assez intéressants et très bien faits. Donc, d'abord, donc voilà, pour rappeler quand même que la division cellulaire, c'est bien sûr un processus qui est indispensable à la formation de l'organisme. Donc, l'embryogenèse va bien sûr partir de la fécondation donc, de l'ovule par le spermatozoïde, et donc une division cellulaire qui va aboutir à la formation des tissus et des différents organes. Alors évidemment, cette division est bien sûr hautement régulée pour éviter toute prolifération anarchique. Et puis on sait qu'une fois donc les tissus différenciés, et lorsqu'ils auront atteint leur croissance, beaucoup de ces tissus vont de toute façon, et les cellules pardon, de ces tissus vont perdre leur capacité de division. Vous le savez tous, hein, les cellules du cerveau, du cœur, du rein, ce sont donc des cellules qui ne se divisent plus ensuite, et donc on va finalement ne faire qu'en perdre au cours du reste de la vie. Par contre, d'autres tissus vont bien sûr garder des capacités de division, donc, comme par exemple les cellules de la peau ou les cellules sanguines. Donc on le voit bien, on a au cours de la vie donc, une activation ou au contraire une inhibition donc, de gènes qui vont intervenir dans la division et dans la prolifération cellulaire. Alors, la cancérogénèse donc, va forcément impliquer une dérégulation de ces mécanismes de contrôle de la prolifération cellulaire. Donc, comme vous voyez donc, bien sûr sur ce petit schéma, donc, c'est à partir d'une cellule qui va se diviser et malheureusement aboutir à une tumeur. Voilà, alors on va rentrer un petit peu plus dans les détails, je suis désolé, mais bon, c'est toujours intéressant. Alors du coup, la cancérogénèse, qu'on peut aussi appeler carcinogénèse, donc c'est un processus qui va être une succession d'étapes, qui vont être plus ou moins longues et qui peuvent se dérouler sur de nombreuses années. Ces différentes étapes, elles sont sous-tendues en fait par des anomalies moléculaires au niveau de la cellule, et donc qui vont aboutir à partir d'une cellule normale à une cellule cancéreuse. Donc voilà, il faut bien rappeler que le cancer, ce n'est pas un agent extérieur, c'est à partir de nos propres cellules qui va bien sûr apparaître. Alors, il va y avoir plusieurs étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle la phase d'initiation. Donc, la phase d'initiation, elle va être causée par une altération au niveau de l'ADN d'une cellule normale. C'est une altération qui va forcément être irréversible, par principe, puisque si elle est réparée, eh bien, ça ne va pas aboutir, bien sûr, à une cellule qui aura un potentiel cancéreux. Donc, cette initiation, elle va se faire, et donc ce dommage au niveau de l'ADN va se faire sous l'effet d'un agent mutagène, alors qui peut être exogène, endogène, qui reste quand même pour la plupart très mal connu. Mais en tout cas, cette cellule, qu'on va appeler la cellule initiée, elle va donc avoir acquis des capacités de division. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, ces anomalies au niveau génotypique, elles peuvent toucher, en fait, alors il va y avoir deux types d'anomalies génotypiques, sur des anomalies chromosomiques, donc ça peut être sur le nombre de chromosomes, ça peut être des fusions de chromosomes, ou donc au niveau génique, donc sur les gènes, donc on peut avoir, donc, je ne sais pas si vous vous rappelez des courbes de sciences nat, mais des insertions, des délétions, des amplifications donc, de certains gènes. Et donc les gènes qui peuvent être touchés peuvent être donc des gènes impliqués dans la division et dans la prolifération cellulaire. Donc il y a deux grands types de gènes. On a les gènes donc, qui sont qu'on appelle les proto-oncogènes. Donc le proto-oncogène, une fois qu'il est muté, ça devient un oncogène, et donc c'est la pédale d'accélération. C'est-à-dire que là, ça envoie un signal positif en termes de division et de prolifération. À l'inverse, on va avoir les gènes suppresseurs de tumeurs. Donc là, cette fois-ci, c'est la régulation négative de la division cellulaire et de la prolifération. Et la mutation de ces gènes va faire qu'on va perdre ce mécanisme de contrôle et ce garde-fou en fait, de la prolifération. Alors, un des gènes suppresseurs de tumeur qui est très connu, c'est le gène P53. Le gène P53 qui code pour une protéine P53 qui est impliquée en fait, dans la cellule dans un mécanisme soit d'arrêt de la division cellulaire, qui permet notamment la réparation du génome, et dans les mécanismes d'apoptose, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mort cellulaire programmée, puisque normalement une cellule qui n'est pas normale va forcément entraîner une mort cellulaire pour justement éviter
l'apparition de cellules potentiellement cancéreuses. Donc ce gène P53, on retrouve sa mutation dans plus de la moitié des cancers, et on peut le retrouver également sur une transmission familiale dans ce qu'on appelle le syndrome de Li-Fraumeni, qui va donc entraîner des développements de cancers assez multiples et potentiellement à des âges jeunes. Alors, un autre gène qu'on peut classer dans les gènes suppresseurs de tumeurs, vous allez longuement en entendre parler après, donc avec le docteur Cavaillé, c'est bien sûr les mutations BRCA. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ça vous sera longuement exposé par la suite. Alors, donc une fois qu'on a cette cellule initiée, ça ne suffit pas. Elle n'a pas encore acquis suffisamment de mécanismes pour avoir une autonomie de division au sein des tissus. Donc il va falloir une deuxième étape, qui est une étape qu'on va appeler l'étape de promotion. Donc la cellule initiée, cette fois sous l'effet d'un promoteur, d'un agent promoteur, va cette fois-ci donc se diviser, et ceci entraîne une grande instabilité dans son génome et l'acquisition d'autres mutations et donc d'autres compétences pour cette tumeur en faveur d'une prolifération. Alors des agents promoteurs, je vais vous donner juste deux exemples pour comprendre un petit peu ce que c'est et comment ça s'inscrit de façon un peu concrète. Eh bien, on a le tabac par exemple. Donc le tabac a bien sûr probablement un effet initiateur, puisque c'est un agent mutagène, mais a également un effet promoteur. Alors, un exemple simple, vous le savez tous, une fois qu'on arrête de fumer, on va diminuer son risque de cancer. Donc ça veut bien dire que voilà, on a la perte probablement de cet effet promoteur sur des cellules qui ont été potentiellement initiées. Deuxième exemple, les traitements hormonaux substitutifs de la ménopause, qui sont utilisés pour traiter les effets secondaires de la ménopause, donc qui ont une activité œstrogénique et qui ont également un effet promoteur. Ce sont donc des traitements qui n'ont pas un effet initiateur très probablement, mais par contre qui vont par une stimulation œstrogénique donc pouvoir stimuler des cellules qui auraient été initiées. Et de même, on sait que voilà, plus le temps d'exposition à ces traitements est important, plus on pourra avoir des risques de développement de cancer. Alors voilà, donc une fois qu'on a abouti à cette phase de promotion, on va souvent avoir soit une tumeur en fait précancéreuse ou ce qu'on appelle une dysplasie au niveau des tissus. Et donc voilà, on est encore sur une étape qui n'est pas forcément irréversible et on peut avoir une disparition de ces lésions précancéreuses. Malheureusement, il va y avoir donc une dernière étape, qui est donc cette fois-ci l'étape de prolifération. Donc c'est toujours sous-tendu par une division cellulaire et une instabilité génomique, donc toujours donc, des mutations qui vont créer des oncogènes et inhiber des gènes suppresseurs de tumeurs. Et cette étape de prolifération, cette fois-ci, aboutit définitivement à une tumeur maligne. Et il va y avoir également un phénomène important qui est donc forcément un échappement au système immunitaire. Donc, au cours de toutes ces étapes, finalement, donc, la cellule cancéreuse a acquis de nombreuses capacités que n'ont pas donc, les cellules normales. Donc, j'ai résumé ça dans ce schéma. Donc, c'est un schéma qui est assez important pour nous, oncologues. Donc, les différentes capacités qu'ont acquis la cellule tumorale, va être une résistance à l'apoptose. Donc, la résistance à l'apoptose, c'est la résistance à la mort cellulaire programmée. Comme je l'ai expliqué, ça va être des perturbations métaboliques, ça va être une autosuffisance en facteurs de croissance, c'est-à-dire qu'elle n'a plus besoin forcément de facteurs de stimulation pour se diviser, une insensibilité par rapport aux signaux d'arrêt de prolifération, c'est une cellule qui ne répond plus, on va dire, aux signaux classiques. On a un micro-environnement inflammatoire qui va se créer, c'est une cellule qui va acquérir une immortalité, c'est-à-dire elle a un potentiel réplicatif qui va devenir illimité, via surtout les modifications des télomérases. On a donc un échappement au système immunitaire, donc ça c'est un concept qui a été rajouté récemment dans ce schéma, puisque je vais vous en parler après, ça a bien sûr une implication thérapeutique. C'est une cellule qui acquiert donc cette fois-ci une capacité métastatique, c'est-à-dire de pouvoir quitter son tissu d'origine pour envahir d'autres organes, et c'est une cellule qui est capable également, et des tissus qui sont capables de stimuler l'angiogénèse, c'est-à-dire la formation de nouveaux vaisseaux, donc pour apporter bien sûr des nutriments et des métabolites nécessaires à sa prolifération. Et tout ça, c'est sous-tendu donc par une instabilité génétique. Alors ce schéma, je ne sais pas pour faire un grand listing de tout ça, c'est pour comprendre que c'est bien dans la compréhension de ces mécanismes que cela aboutit donc à le développement des traitements actuels du cancer. Puisque donc vous le savez, la chimiothérapie va surtout donc cibler la division cellulaire
Les traitements ciblés vont plus jouer dans voilà, tout ce qui est entre guillemets signaux de prolifération. Et puis donc les traitements dont vous parlera le docteur Mouret, notamment donc l'immunothérapie, donc qui est l'aboutissement de la compréhension justement de l'interaction entre la cellule tumorale et le système immunitaire. Voilà, donc vous l'avez compris, la carcinogène c'est un mécanisme qui est complexe, avec de multiples étapes, qui restent encore en grande partie méconnues, qui se déroule sur de nombreuses années et dont on ne connaît pas forcément toujours donc les agents mutagènes et initiateurs. Et donc c'est un mécanisme qui aboutit donc à la formation d'une tumeur. Donc on va passer maintenant à une classification cette fois-ci des cancers du sein. Donc, le cancer du sein, il y a plusieurs classifications. Hein. La première, c'est bien sûr la classification anatomique. Donc le sein, vous le savez, c'est l'organe de la lactation. Donc le sein est formé de lobules et de canaux. Donc ce schéma les représente bien, mais si vous voulez avoir une idée aussi simple, c'est une grappe de raisin. Vous avez les grains qui représentent donc les lobules, ce sont des glandes qui forment le lait, et les canaux, donc je crois qu'on appelle ça les branches dans le raisin peut-être, et donc qui drainent en tout cas le lait vers le mamelon. Donc de façon anatomique, le cancer du sein va pouvoir se développer soit dans les lobules, ça va être les moins fréquents, ça va être sûrement 20% des cancers, ou dans les canaux, donc ça va être 80% des cancers du sein. Alors, on peut avoir donc une entité, comme je l'ai expliqué un peu avant, où on a un cancer in situ, qui peut se développer dans les canaux ou dans les lobules. Ce cancer in situ, donc, c'est un cancer qui reste localisé dans les canaux et dans les lobules, donc qui n'a pas d'invasion locale et qui n'a pas donc de potentiel métastatique. C'est un cancer qui n'a pas forcément une évolution vers une tumeur invasive, mais voilà, donc il faut en grande partie traiter par la chirurgie. Alors ensuite, donc, on a les cancers vraiment invasifs eux-mêmes, donc on va les appeler infiltrants, donc on va avoir des cancers canalaires infiltrants et des cancers lobulaires infiltrants. Donc les deux, cette fois-ci, une capacité d'invasion locale, donc les canaux, donc les canalaires à partir des canaux, et les lobules, donc les lobulaires dans les lobules, et cette capacité donc d'invasion locale va aussi entraîner, bien sûr, forcément une capacité d'invasion métastatique. Alors à droite du schéma, un dernier type, on va dire pareil, entre guillemets anatomique de classification, le cancer inflammatoire. Ça reste un cancer rare, autour de 2 à 5% environ des présentations des cancers du sein. Ce sont donc des cancers qui sont par contre hautement agressifs, avec un potentiel donc d'évolution locale très rapide et d'évolution métastatique. Ces cancers vont être liés en fait à une inflammation en fait au niveau du derme, au niveau cutané en fait, au niveau du sein, souvent sans lésion d'ailleurs palpable sous-jacente. C'est lié en fait à finalement des emboles néoplasiques, donc des cellules qui viennent emboliser les lymphatiques au niveau dermique. Est-ce qu'on peut dire que le cancer inflammatoire, son le principal symptôme, c'est d'avoir une rougeur qui persiste, le sein est chaud, pour pouvoir le repérer? En effet, il est caractérisé donc par un caractère inflammatoire. Donc l'inflammation, c'est vraiment la chaleur, la douleur et la rougeur au niveau du sein. Des symptômes par contre qui sont d'évolution rapide. C'est pas en effet des cancers qui évoluent à plus de 6 mois. Donc c'est une évolution rapide et en effet, ça va être vraiment une inflammation locale au niveau du sein. Oui. D'accord, merci. Alors, on a une autre question à vous poser. Est-ce que vous pouvez nous apporter des informations sur la spécificité de la cellule cancéreuse hormonodépendante, donc avec ses récepteurs, et aussi avec la protéine HER2 pour le cancer du sein HER2+. Alors oui, tout à fait. Donc là, maintenant, on va passer sur une classification vraiment biologique des cancers du sein. Donc, vous l'avez compris, déjà sur le plan anatomique, on a plusieurs types de cancers du sein, et ça vient encore se complexifier, puisque sur le plan biologique, on va avoir également donc, une classification différentes, avec donc 3 grands types de cancers. Donc d'abord donc les cancers qu'on appelle hormonosensibles. Donc ça va représenter 80% des cancers du sein évidemment, puisque voilà, les cellules tumorales dérivent d'un tissu donc qui est forcément un tissu qui exprime ces récepteurs hormonaux. Donc on a 2 types de récepteurs hormonaux. On a les récepteurs donc à la progestérone et aux oestrogènes. Ce sont des récepteurs qui sont intranucléaires et qui donc sont stimulés par les oestrogènes et la progestérone. Donc notamment les oestrogènes, qui sont finalement une molécule lipophile, qui va passer, donc, comme on le voit là, à travers donc, la membrane de la cellule, va venir au niveau du noyau, activer son récepteur, et qui va donc entraîner donc, des phénomènes, donc, un signal de prolifération.
Ensuite, donc, on va avoir un deuxième type de cancer, qui est donc le cancer HER2 positif. Donc le cancer HER2 positif, il peut être hormonosensible ou non. Ça va être après moitié-moitié, 50% d'hormonosensibles, 50% de non-hormonosensibles. Le cancer donc HER2 positif, c'est 15% des cancers du sein. Voilà, donc c'est un sous-type un petit peu plus rare. Ce cancer, il a donc les propriétés en fait d'avoir une surexpression à sa surface d'un récepteur qui s'appelle le récepteur HER2, donc qui est là cette fois-ci, pas comme les récepteurs aux oestrogènes et à la progestérone, et un récepteur transmembranaire, donc à la surface de la cellule. Donc, une fois, donc c'est sous-tendu ça par une amplification du gène HER2. Amplification du gène HER2, donc qui entraîne donc la production finalement de nombreux récepteurs à sa surface. Donc voilà, on peut penser qu'on passe autour d'une dizaine de milliers de récepteurs sur une cellule normale à plusieurs millions sur une cellule HER2 amplifiée. Et ce récepteur HER2, alors en fait c'est toute une famille de récepteurs, mais ce récepteur HER2 va avoir donc, une fois son activation effectuée, un signal donc, de prolifération et de division au niveau de la cellule cancéreuse. Donc ça va être des cancers qui vont forcément être plus proliférants, avec un potentiel donc, de division plus important, et donc forcément, in fine, un cancer qui a une agressivité plus importante. Mais par contre, donc, la compréhension une fois de plus de ces mécanismes a permis le développement d'anticorps qui viennent donc bloquer l'activation de ces récepteurs HER2 sur ce sous-type de cancer du sein. Voilà. Donc bien sûr le troisième type, on en parlera plus tard, donc ça sera le cancer triple négatif. Voilà, donc moi j'en ai terminé avec ma partie, je ne sais pas s'il y avait des questions, et donc je vais donc passer la parole à Angélique et Clémence qui ont été touchés par des cancers du sein à Naschen et qui vont apporter notre témoignage sur cette maladie. Donc j'ai été moi-même touchée par un cancer du sein il y a 6 ans à l'âge de 33 ans. Donc là aujourd'hui j'arrive au terme de mes 5 ans d'hormonothérapie en septembre, que j'ai plutôt bien supporté. Bon, j'ai quand même eu quelques effets secondaires dont on se passerait bien quand on est jeune. Même si finalement le point positif c'est que voilà, quand je serai en âge d'être ménopausée, voilà, je connaîtrai déjà les joies des bouffées de chaleur et des douleurs articulaires. Mon oncologue, lui, aujourd'hui, me conseille de continuer encore l'hormonothérapie 1 an ou 2 ans, parce que c'est vrai que c'est vraiment une arme supplémentaire contre le risque de récidive qui fonctionne bien chez moi. Alors aujourd'hui, je ne sais pas encore si je vais l'arrêter ou le continuer, non pas parce que je ne suis pas convaincue de l'hormonothérapie, bien au contraire, mais plutôt parce que la maladie est vraiment venue chambouler ma vie, surtout concernant un projet d'enfant. Alors j'ai eu la chance de pouvoir préserver ma fertilité avant de démarrer ma chimiothérapie, parce qu'avec mon mari, on n'avait pas d'enfant. Donc aujourd'hui, on a 7 embryons de côté qui sont bien au chaud. Donc, comme je dis toujours, qui sont plutôt au froid, parce qu'ils sont congelés en fait, donc heureusement pour eux. Donc aujourd'hui, la question d'une grossesse, elle se pose en tout cas. Alors déjà d'un point de vue personnel, par rapport à notre projet de couple, mais aussi parce que j'avoue que j'ai un peu peur d'arrêter l'hormonothérapie. Finalement, je me sens quand même plutôt bien protégée avec. Donc bon, en tout cas, la réflexion est en cours. Je voulais surtout témoigner de ça pour vraiment se rendre compte que quand on est touché par un cancer du sein jeune, ça vient vraiment chambouler plusieurs projets de vie. Je terminerai en parlant de ma maman qui a eu un cancer du sein à l'âge de 41 ans. Donc moi, j'en ai eu un à 33 ans. Donc on m'a très rapidement proposé de faire un test d'oncogénétique que j'ai accepté. Il s'est avéré négatif, mais l'association Génétique Cancer tout à l'heure en parlera plus longuement. Voilà, je vous remercie et je vais passer la parole à Clémence. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Clémence, je suis étudiante à temps plein et patiente. En effet, un cancer du sein triple positif, donc hormonodépendant et HER2+, m'a été diagnostiqué le 22 février 2022, donc c'est assez récent. Actuellement, il n'y a pas d'origine génétique avérée. Et à la suite de ce diagnostic, j'ai commencé très rapidement un long traitement de chimiothérapie. Et j'ai récemment terminé un traitement de radiothérapie, il y a tout juste une semaine. Je poursuivrai avec de l'hormonothérapie
et de l'immunothérapie. Donc, c'est des traitements qui ciblent par anticorps, enfin, qui sont vraiment adaptés à mon cancer. Par contre, les premiers signes de ma maladie, eux, sont apparus bien avant février, c'est-à-dire fin novembre, début décembre. Donc, quand j'étais diagnostiquée, j'avais déjà un stade assez avancé, j'étais assez lourdement touchée. Je ne condamne personne, car ma raison, la première, me disait « Mais non, Clémence, ça peut pas être ça, t'as vu ton âge, ça peut pas être un cancer ». Pourtant, la douleur, elle était là, elle s'est intensifiée, elle s'est installée, elle a persisté, elle a gagné de terrain de plus en plus. Donc, le principal message que j'aimerais faire passer ce soir, c'est qu'on n'est pas trop jeune pour avoir un cancer et que notre âge ne devrait pas être un frein, rien qu'au téléphone, pour rencontrer un professionnel de santé, car ça a vraiment été le frein à mon diagnostic. Et le second message que j'aimerais faire passer est qu'on s'en sort, c'est pas une fatalité. Cette sacrée expérience m'a beaucoup apporté sur plein de points de vue. Et j'aimerais aussi parler des aidants pour qui c'est une sacrée épreuve à traverser. Et ni oublier toutes ces personnes du milieu hospitalier qui m'ont très fortement accompagnée avec beaucoup d'attention. Voilà. Merci. Merci beaucoup Clémence pour ton témoignage et ton courage. Merci aussi à vous, docteur Pierre Dallos. Salut Claire. Ça fait plaisir de te voir. T'as l'air en meilleure forme. Comment tu vas? Ça va bien, merci. J'ai fini la chimiothérapie il y a quelques mois, je commence à souffler un petit peu. Tu as commencé l'hormonothérapie? Ah non, j'en aurais pas. Mon cancer, il n'était pas hormonodépendant. Ah bon? Mais c'était pas un cancer du sein? Ah si, mais c'est un cancer triple négatif. Une forme particulière et elle n'est pas liée aux hormones. Bah, tu vois, moi je pensais que c'était forcément lié aux hormones. Autour de moi, je n'en ai jamais entendu parler. Donc, je vais me présenter un petit peu plus. Je suis donc Alexandra, ambassadrice sur la région Aura, plus précisément près de Grenoble pour le collectif Triplette Rose. Et j'ai moi-même donc été diagnostiquée d'un cancer du sein triple négatif à 33 ans, après mon accouchement, mon second accouchement, 2 mois après. Et je suis en rémission depuis l'été 2020. Donc, je suis accompagnée de Nelly, ambassadrice Jeune et Rose, qui nous fera part de son témoignage tout à l'heure. Et nous avons l'honneur d'avoir à nos côtés donc docteur Mouret-Régnier, qui nous apportera son éclairage donc, au sujet de ce cancer. Donc, le collectif Triplette Rose, c'est une association qui est toute jeune, donc créée en décembre 2021, qui est issue de la fusion en fait, du collectif Mobilisation Triplette, qui lui avait été créé un petit peu dans l'urgence en décembre 2020, autour d'une problématique qu'on parlera tout à l'heure, et de l'association Triplette Rose, dont la présidente, dont nous étions assez proches, est malheureusement décédée. Donc nous sommes un groupe d'action nationale, nous avons 3 grands objectifs. Le premier, évidemment, sensibiliser et faire connaître davantage ce type de cancer qui est encore bien méconnu et qui, rappelons-le, concerne donc 40% de femmes ayant moins de 40 ans. Nous croisons très régulièrement, et Clémence du coup le reflète bien, mais des jeunes patients d'une vingtaine d'années, d'une trentaine d'années. Notre second objectif, accéder au traitement novateur, donc c'est vraiment au cœur de notre raison d'exister, permettre effectivement le plus rapidement possible aux triplettes, puisqu'on se nomme entre nous les triplettes, d'accéder à de nouvelles alternatives thérapeutiques. Nous en parlerons tout à l'heure avec le docteur Mouret-Régnier. Et enfin, notre troisième objectif, soutenir la recherche. Donc nous avons actuellement 2 conventions de partenariat sur 2 programmes que nous avons sélectionnés, qui nous sont prometteurs pour faire avancer la prise en charge des patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif. Donc l'un avec l'Institut Curie et le second avec Gustave Roussy. Donc nous ne faisons pas d'accompagnement de patients, puisqu'il y a d'autres associations qui le font très bien. Mais effectivement, nous répondons quand même très régulièrement à des interpellations de patients et de proches. Et nous avons vraiment à cœur de porter la voix des patientes auprès des instances décisionnelles. Je vais faire juste un petit focus en quelques mots sur nos priorités en 2022. Je vais aborder rapidement
la mise en place d'un nouvel outil qui nous mobilise beaucoup. Donc, nous avons appelé cet outil Triplet Access avec notre partenaire Clinéo, qui vise à améliorer l'accès aux essais cliniques. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir un accès simple et fiable pour les professionnels, mais aussi pour les patients. Les enjeux sont vraiment d'avoir une égalité des chances sur tout le territoire, que les essais cliniques puissent être proposés plus tôt dans le parcours de soins et éviter des retards de prise en charge. Donc c'est aussi un outil qui rend les patients acteurs dans leur parcours de soins aux côtés des professionnels. Et quelques mots sur le réseau d'ambassadrices qui prend forme et que nous essayons de développer et de structurer depuis le début d'année, puisque c'est important pour nous d'avoir des relais, des forces vives en local, pour continuer à tisser du lien de partenariat et soutenir nos actions que nous menons sur le plan national. Je vous laisse la parole. Merci. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer par dire combien je suis ravie que cette réunion ait lieu sous l'impulsion de ces 3 associations. Parce qu'en France, on est un petit peu en retard quant à l'implication des associations de patientes autour du cancer globalement et du cancer du sein. Donc qu'elles soient aussi impliquées et représentées, c'est quelque chose qui me semble capital et que nous, oncologues, on doit avoir à cœur à soutenir le plus possible et aussi à aider à développer. De plus en plus, les associations de patientes sont maintenant représentées aussi dans les congrès médicaux, ça sous l'impulsion on va dire, de la référente en oncologie européen qui est Fatima Cardozo, qui a beaucoup à cœur d'inclure les associations de patientes au cœur des congrès pour leur donner la parole et pour échanger plus librement et plus longuement avec nous. Donc je crois que la réunion de ces 3 associations, en plus, c'est pas toujours le cas dans toutes les régions, c'est quelque chose qu'on doit souligner et vraiment je les remercie beaucoup d'être à l'initiative de cette réunion. Donc la thématique qu'on souhaite aborder également est celle, vous l'avez compris, du cancer du sein triple négatif. Donc, je suis là pour vous expliquer la spécificité de ces cancers du sein triple négatif et pourquoi ils sont plus agressifs. Donc vous l'avez compris, il y a une classification biologique qui tient compte essentiellement des récepteurs, donc aux hormones, oestrogène, progestérone et aux fameux récepteurs HER2. Donc en fait, ce sont des protéines qui sont exprimées ou non à la surface des cellules tumorales. Les cancers du sein hormonodépendants, on l'a dit, c'est 70% des cas, 15 à 20% pour les HER2+, et donc 10 à 15 pour les tumeurs triple négatives. Donc pour les tumeurs triple négatifs, il n'y a pas d'expression donc de ces récepteurs, ni le récepteur oestrogénique, ni le récepteur progestéronique, ni le récepteur HER2. Donc 3 fois négatif, c'est pour ça qu'on parle de triple négatif. Donc c'est un cancer du sein qui est plus fréquent chez les patientes qui ont des mutations BRCA. Mathias va vous en parler tout à l'heure. Donc c'est en partie lié pour certains cancers du sein triple négatif, donc de l'inactivation de l'expression du gène BRCA. Mais pas seulement. Donc toutes les patientes qui ont un cancer du sein triple négatif n'ont pas de mutation BRCA. En ce qui concerne le pronostic maintenant, la plupart des cancers du sein triple négatifs ont un pronostic un peu plus agressif, on va dire, que les tumeurs RH+, et que les tumeurs HER2+. Pourquoi ? Parce que dans les cancers qui dépendent des hormones et dans les cancers HER2 surexprimés, on a ce qu'on appelle des thérapies ciblées, c'est-à-dire des thérapies vraiment à destinée de ces sous-types tumoraux et pour lesquels il va y avoir une vraie action de régulation de la cancérogénèse et donc majoration de l'efficacité des traitements. Le cancer du sein triple négatif, c'est un cancer du sein pour lequel il nous manque encore des voies de traitement capitales. Et jusqu'à présent, notre seul outil, notre seule arme restait la chimiothérapie. Et la chimiothérapie, on n'a pas de facteur prédictif de réponse, c'est-à-dire que c'est un traitement qui va arrêter, bloquer la division cellulaire en agissant sur l'ADN, mais sans facteur qui nous permet de prédire son efficacité. Donc notre seul choix pour savoir si ça fonctionne, en fait, c'est d'utiliser le traitement et de voir s'il fonctionne. Donc 50% des cancers du sein triple négatif vont être très sensibles à la chimiothérapie. Donc il ne faut pas repartir quand vous allez sortir de cette salle en disant le cancer triple négatif,
c'est forcément un pronostic très sombre. Pas du tout. Il y a des tumeurs triple négatives qui sont très sensibles à la chimiothérapie et qui vont être guéries complètement par la chimiothérapie. Mais il y a une proportion de cancers du sein triple négatif qui, eux, vont être résistants à la chimiothérapie. Et donc, c'est pour ces catégories-là qu'on cherche absolument des traitements. Pour les cancers du sein hormonodépendants et HR2+, on a eu des avancées thérapeutiques très importantes, on va dire, dans les 10 dernières années, essentiellement, avec sans cesse des nouveaux traitements qui apparaissaient. Pour le cancer du sein triple négatif, c'est plus compliqué, puisqu'on n'a pas, comme je vous le disais, de cible vraiment retenue qui nous permet d'avancer. Donc on va le voir, on a quand même des nouveaux médicaments qui sont apparus et qui ont pu être amenés rapidement vers les patientes grâce aux associations. On en reparlera tout à l'heure. Donc là, vous avez une diapositive qui vous explique que le cancer du sein triple négatif a un risque de rechute à distance, c'est-à-dire d'évolution métastatique plus grand que les autres tumeurs. Ensuite, si on regarde donc les caractéristiques des cancers du sein triple négatif métastatiques, c'est-à-dire qui auront dépassé le stade de la tumeur uniquement localisée au sein ou au ganglion de l'aisselle, donc là on parle de tumeurs métastatiques, c'est-à-dire qu'il y a des cellules tumorales qui se sont développées pour aller dans d'autres organes, dans d'autres tissus. Donc si on regarde la représentation, on voit bien qu'en termes de survie globale, quand on a un cancer du sein métastatique triple négatif, on peut rapidement en décéder en quelques mois, alors que quand on a des tumeurs HER2 surexprimées ou avec des récepteurs hormonaux positifs, on a, même quand on a une maladie métastatique très grave, des années devant nous. C'est des médianes, donc il y a des patientes qui survivent beaucoup plus longtemps, d'autres malheureusement moins. Mais en tout cas, le pronostic du cancer du sein triple négatif est plus sombre et c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui et qu'on cherche à tout prix des traitements qui vont renverser ce pronostic et qui va permettre au cancer du sein dans l'avenir peut-être triple négatif de rejoindre les survies qu'on a dans les autres sous-groupes. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'arme principale, c'est la chimiothérapie, mais on voit bien qu'au fil du temps, la chimiothérapie devient moins efficace. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, au départ, on a des temps de réponse longs à la chimiothérapie, et puis au fil des mois et au fil de l'utilisation d'un nombre de traitements plus conséquent, cette durée de réponse va s'amenuiser. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de pistes et de traitements novateurs dans cette situation. Donc là, vous avez un schéma qui reprend donc les traitements du cancer du sein triple négatif. Lorsqu'on est à une phase précoce, c'est-à-dire sans atteinte métastatique, nos armes, c'est la chimiothérapie, je vous l'ai dit. Et dans le cancer du sein triple négatif, c'est souvent la première arme qu'on va utiliser avant la chirurgie, puisqu'on est face à des tumeurs agressives et donc le pronostic est surtout lié au risque de dissémination à distance plus que local. Donc la chirurgie, certes, elle a un impact, mais un impact qui est quand même réduit. Le cancer, c'est une maladie générale du fait de son risque de dissémination. Donc le but, c'est de commencer par un traitement médical premier par chimiothérapie qui va contrôler la tumeur. Ensuite, la patiente sera opérée et ensuite, elle aura un second traitement loco-régional qui sera représenté par des rayons. Parfois, maintenant, on est amené à refaire de la chimiothérapie ou d'autres traitements, puisqu'on cherche, lorsqu'il n'y a pas de réponse complète à la chimiothérapie faite avant la chirurgie, à amener d'autres traitements. Ça aussi, c'est assez novateur, c'est-à-dire qu'on cherche à améliorer le pronostic des patientes. Si elles n'ont pas répondu complètement à la chimiothérapie, il y a d'autres traitements qui peuvent aujourd'hui être efficaces. C'est pour ça qu'il est capital de ne pas se jeter sur les patientes pour les opérer, notamment dans les cancers du sein triple négatif et les cancers du sein HR2+. Et là, toute l'importance, on va dire, de la concertation pluridisciplinaire au sein d'établissements qui ont l'habitude de traiter ces pathologies est important, parce que la concertation est indispensable entre les oncologues qui s'occupent des traitements médicaux, les chirurgiens, les radiothérapeutes et les anapathes qui sont source du diagnostic et qui ont un rôle capital dans cette pathologie aussi. Lorsqu'on a un cancer du sein plus avancé, donc ou métastatique, et bien là, c'est donc un traitement par chimiothérapie pour le cancer du sein triple négatif et d'autres traitements aujourd'hui qui sont
tout de même des thérapies ciblées, on va dire moins ciblées que pour les tumeurs HR2+ ou RH+. Et puis, il y a une vraie importance, vous l'avez dit tout à l'heure, mais à pouvoir accéder à des essais cliniques, puisque la recherche ne cesse d'avancer. Et donc là, on a besoin que nos patientes puissent rentrer facilement dans ces programmes de recherche pour accéder à des nouveaux traitements. Il n'y a que comme ça qu'on avance. Donc, en conclusion, autour de la spécificité du cancer du sein triple négatif, eh bien, il est urgent de trouver des traitements pour les patientes qui développent une résistance à la chimiothérapie. Donc, il y a une évolution qui peut être extrêmement agressive dans ce cas-là, et c'est vraiment dans ces catégories de maladies qu'on a besoin d'avancer. Et donc, l'exemple de l'immunothérapie que je vais vous présenter en est un. Mais on a avant eu une grande avancée en 2021 autour d'un médicament, donc on va vous le dire, qui s'appelle Trodelvy pour son nom de commercialisation. Et donc votre collectif a vraiment aidé à arriver à notre disposition. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un réel frein, il faut le dire, par nos autorités pour l'accès au traitement. Tout ça, malheureusement, dans un but économique. C'est-à-dire qu'avant, dès que le médicament obtenait ce qu'on appelle une AMM, c'est-à-dire une autorisation de mise sur le marché, aujourd'hui, ces autorisations, elles dépendent de l'Union européenne, d'une agence qui s'appelle l'EMA. Donc, quand on a obtenu l'autorisation de mise sur le marché en Europe, ensuite, il y a une négociation du prix de remboursement des médicaments qui est faite avec chacun des gouvernements européens. Et avant, cette étape, elle était relativement courte. C'est-à-dire, dès que l'AMM était obtenue, le temps de négociation était très court et donc l'accès aux médicaments était très rapidement obtenu. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. C'est-à-dire que le temps de discussion pour le remboursement du médicament s'élargit. Il pouvait être entre 3 et 6 mois avant. Maintenant, il peut être de 2 ans. Donc, ça retarde l'accès à l'innovation. Donc, pour contrecarrer ça, il y a quand même des modalités qui sont faites d'accès qu'on dit précoce. Mais en tout cas, c'est un accès qui est beaucoup plus difficile, qui est aussi beaucoup plus contraint sur le plan administratif. C'est pour nous un temps de travail et beaucoup plus long pour que nos patients puissent y accéder. Donc vraiment le poids que peuvent avoir les associations de patientes pour nous aider, on va dire, à lever les leviers au niveau du gouvernement pour accélérer les choses, et l'accès à l'innovation est capital. Donc je vais laisser Alexandra présenter leur action qui a été vraiment importante. Merci. Donc effectivement, je parlais tout à l'heure de notre mobilisation sur l'année 2021 autour d'une problématique. Donc il s'agissait de la mise en place du sacituzumab govitecan, donc plus connu sous le nom commercial Trodelvy. Donc de quoi s'agit-il médicalement parlant, mais de manière très brève, parce que moi je ne suis pas médecin. Il s'agit d'un anticorps monoclonal donc conjugué à de la chimiothérapie. Du côté des patientes, d'un point de vue patiente, il s'agit surtout de la première thérapie ciblée, donnant l'opportunité aux triplettes de métastaser, en situation métastatique, de doubler leur espérance de vie. Donc si vous regardez sur la diapo les résultats de l'étude Ascent, vous constatez que nous passons à une survie sans progression de la maladie de 5,6 mois contre 1,7 et à une survie globale de 12,1 mois contre 6,7. Donc ça peut paraître dérisoire, c'est quelques mois, mais quand on est triplette métastasée, effectivement, ces quelques mois, ça permet aussi de gagner un petit peu de temps et de continuer à espérer de voir apparaître des nouvelles thérapies ou de pouvoir accéder à d'autres essais cliniques. Donc face à cette urgence de vie, le collectif a dû agir, notre collectif a dû intervenir, puisque l'accès à cette fameuse thérapie, qui pour rappel avait été mise en place en avril 2020 aux USA, puis en décembre 2020 en France, sous forme d'autorisation temporaire d'urgence, d'utilisation nominative, avait été bloquée par la suite dès janvier 2021 pour raison de défaut de production, en tout cas ce qui était annoncé. Donc, comment nous avons choisi d'intervenir ? Nous avons mis en place un travail collaboratif, parce que c'est vraiment ce qui nous caractérise dans notre manière d'agir. Nous avons vraiment à cœur de co-construire et d'avancer main dans la main avec tous les acteurs concernés
Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Depuis février-mars 2021, nous avons eu beaucoup de réunions de travail avec l'ANSM, donc l'Agence nationale pour la sécurité du médicament, la Haute Autorité de la Santé, le ministère de la Santé, de nombreux soutiens aussi de députés, de sénateurs, d'oncologues et d'autres associations. En parallèle de cette démarche collaborative, une forte communication avec une pétition qui a été très largement relayée, une forte médiatisation en s'appuyant sur des témoignages de patientes, puisque les patientes vivent la maladie, donc elles savent de quoi elles parlent et elles touchent aussi effectivement par ce canal-là l'opinion publique. Et beaucoup de relais sur les réseaux sociaux. Donc les résultats de cette mobilisation, le 3 juin 2021, nous obtenions 78 nouvelles autorisations sous forme d'accès compassionnel pour obtenir le Trodelvy, puis un accès sans limite de dose à compter du 1er novembre 2021. Et plus largement, l'effet positif de ces actions a été une plus forte sensibilisation, une prise en compte du cancer du sein triple négatif au travers des nombreuses parutions médiatiques, et ce qui nous a permis de toucher davantage l'opinion publique, mais aussi surtout les instances décisionnelles. Je me retourne vers vous, Dr Mouret-Régnier, puisque maintenant vous allez nous parler plus concrètement effectivement des pistes en matière de traitement novateur. Oui, bien sûr. On va en reparler. Donc, je tiens à souligner que votre action, effectivement, a été capitale et que ça nous a donné à nouveau la possibilité d'un accès précoce, mais qu'on n'a toujours pas le remboursement pour cette molécule. Ça reste toujours dans un programme d'accès précoce qui est quand même très contraignant. Et c'est vrai que les gros centres ont la capacité de faire cette demande très facilement. Pour les plus petits centres ou les oncologues qui ne sont pas spécialisés, c'est parfois plus compliqué. Donc c'est pour ça que d'obtenir le remboursement qui donne accès à tous les prescripteurs, l'utilisation est aussi important, mais n'est toujours pas acquis pour ce médicament. Donc sans votre action, il est possible qu'on serait toujours dans l'impossibilité de le prescrire à nos patientes. Alors ensuite, donc le Trodelvy, c'est effectivement un anticorps conjugué et ça a été une, on va dire, des avancées dans la prise en charge du cancer du sein métastatique triple négatif, mais c'est pas la seule. C'est pas la seule. Puisque vous l'entendez souvent dans les médias, il y a une voie de traitement des cancers qui est très explorée actuellement et qui est l'immunothérapie. Alors l'immunothérapie, on en a beaucoup parlé pour des tumeurs qui n'avaient quasiment pas de traitement, ou en tout cas pas de sensibilité à la chimiothérapie, donc dans les cancers du poumon, dans les mélanomes, dans les cancers du rein. Donc très rapidement, l'immunothérapie dans ces situations a obtenu des résultats vraiment très probants et qui ont donné accès à ces traitements pour ces tumeurs. Dans le cancer du sein, on n'est pas dans la même situation parce que Pierre vous l'a dit tout à l'heure, souvent c'est une instabilité des gènes qui induit la cancérisation et qui va permettre, on va dire, de donner accès à une réponse à l'immunothérapie. Dans le cancer du sein, il y a très peu d'instabilité génomique. Il y a beaucoup moins de mutations de gènes que dans d'autres tumeurs. Donc l'immunothérapie semblait pas le traitement de choix dans cette situation. Tout de même, il y a des études qui ont démarré et des études qui ont démarré en sélectionnant les patientes parce que ça ne sert absolument à rien d'appliquer un traitement à toutes les patientes et de se dire qu'il ne va pas marcher. Donc là, on a cherché des critères de sélection. Et le critère de sélection qui a été retenu dans le cancer du sein, c'est un score qu'on appelle CPS, c'est un nom comme ça, supérieur ou égal à 10. C'est-à-dire que ça, c'est nos anatomopathologistes qui regardent sur la tumeur, donc soit sur une biopsie, soit sur une pièce opératoire, pour nous dire si ce score est positif, ce qui va nous donner l'espoir donc d'une sensibilité à l'immunothérapie. Et donc c'est grâce à la définition de ce score qu'on peut aujourd'hui utiliser donc aussi l'immunothérapie dans le cancer du sein triple négatif exclusivement. Pour l'instant, on n'a pas le droit d'utiliser l'immunothérapie dans d'autres situations dans le cancer du sein. Donc c'est pareil, on compare toujours en fait un traitement standard. Donc pour le cancer du sein triple négatif métastatique, c'était la chimiothérapie, à donc la même chimiothérapie avec l'immunothérapie, et on regarde
si on obtient un bénéfice pour les patientes qui reçoivent l'immunothérapie. Donc, dans les études, il y a souvent une randomisation 2/1, c'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus de patientes qui ont le traitement à l'étude que le traitement standard, ce qui permet d'augmenter le pourcentage de patientes qui ont accès aux médicaments, déjà, ce qui n'est pas négligeable, et aussi d'avoir une puissance statistique un peu plus grande pour démontrer donc, l'efficacité. Donc, dans cette étude, on a comparé un traitement par chimiothérapie versus chimiothérapie plus immunothérapie. Il y a eu 847 patientes qui ont été incluses dans l'étude, une randomisation 2/1, donc 566 qui ont reçu l'immunothérapie plus la chimio et 281 qui ont reçu la chimiothérapie seule. Donc les patientes au centre Jean Perrin ont pu avoir accès à ce traitement dans le cadre de cette étude. Et donc ce qu'on cherche, c'est à démontrer un bénéfice à la fois sur la survie sans progression, c'est-à-dire retarder la progression de la maladie sous traitement, et aussi un bénéfice en survie globale, c'est-à-dire donner du temps de vie supplémentaire à nos patientes. Et vous voyez, dans cette situation donc de cancer du sein triple négatif, avec ce fameux score élevé, eh bien, il y a un gain en termes de survie globale. Donc ça, c'est difficile à mettre en évidence. Donc quand ça arrive, ça veut dire que le médicament est réellement efficace et réellement bénéfique pour les patientes. Voilà. Et donc, dans cette situation, on a aussi augmenté donc, ce qu'on appelle progression-free survival, c'est-à-dire la survie sans progression des patientes. Vous le voyez, lorsque les patientes ont un score CPS supérieur à 10, eh bien, elles vont pouvoir garder 9,7 mois le traitement sans progresser, alors qu'avec une chimiothérapie sans immunothérapie, la progression se fait donc en médiane au bout de 5,6 mois. Donc il y a 4 mois de gain où la maladie va être contrôlée, ce qui n'est pas négligeable dans le cancer du sein triple négatif. Et on a aussi augmenté le taux de réponse. Le but, c'est d'augmenter le taux de réponse, parce que quand on augmente le taux de réponse, eh bien, on fait disparaître certains symptômes, alors que quand le taux de réponse est moindre, par exemple, on n'y arrive pas de la même façon. Donc le taux de réponse, il était beaucoup plus élevé aussi dans le bras, donc avec l'immunothérapie, 52% de taux de réponse, versus 40,8% avec la chimiothérapie. Donc avec ce médicament, on gagne sur tous les fronts, sur la survie sans progression, sur la survie globale et sur le taux de réponse également. Donc là aussi, donc, il y a eu une AMM de déposer et une autorisation, mais toujours pas le remboursement. Donc là aussi, l'accès précoce a été demandé pour ce médicament. Donc c'est une étape intermédiaire qu'on est obligé de faire aujourd'hui. Mais en tout cas, dans cette situation, on a possibilité d'avoir accès à l'immunothérapie dans nos centres. Et ça aussi, c'est une avancée capitale pour le triple négatif. Donc on va dire que dans les 2 dernières années, ce sont ces 2 thérapeutiques, l'anticorps conjugué sacituzumab govitecan et l'immunothérapie par pembrolizumab, qui font partie des plus grandes avancées pour le triple négatif. Alors Nelly, donc vous avez un cancer du sein triple négatif. Est-ce que vous pouvez nous relater votre expérience? Oui, bien sûr. Bonsoir, je m'appelle donc Nelly Mathieu. Comme cela a été dit, je suis ambassadrice de l'association Jeune et Rose. Pour ne pas me laisser déborder par mes émotions, j'ai préféré de vous lire mon témoignage, que j'ai intitulé « Lettre d'un corps malade au corps médical ». Improbable Big Bang. Je suis née le jour où mon grand-père maternel succombait d'un cancer du foie. Plus tard, sans aller jusqu'à dire que mon hygiène de vie était irréprochable, il me semble qu'elle était dans la norme. De bons légumes du jardin depuis l'enfance, le grand air des volcans, mais du tabac pendant 12 ans et quelques samedis soirs un peu arrosés, comme la plupart des jeunes adultes. Peu après mes 25 ans, une gynécologue découvrait une constellation de tumeurs bénignes, dites fibroadénomes, dans ma poitrine. Rien d'alarmant, il s'agissait juste de les surveiller une fois par an. Monsieur Google ne m'inquiétait pas non plus lorsque je l'interrogeais à ce sujet. Mon univers s'effondra quelques années plus tard. J'avais 34 ans, un petit bonhomme d'un peu plus d'1 an, et j'étais enceinte de 7 mois. Les contours d'un supposé fibroadénome n'étaient plus aussi nets que d'habitude. Un cancer du sein infiltrant HER2 positif de grade 3 m'était diagnostiqué. La vie et la mort se télescopaient à nouveau.
Alors que je portais la vie pour la 2e fois, mon sein gauche, fontaine de lait quelques mois auparavant, se transformait en arme pointée droit sur mon cœur. La rencontre avec le docteur Mouret-Régnier, quelques jours plus tard, toute de plumes et de paillettes vêtues, me sortit de la torpeur dans laquelle l'annonce m'avait plongée. J'eus immédiatement confiance en cette femme qui, avec l'assurance et l'empathie qui la caractérisent, me dit sans trembler que tout allait bien se passer. Mon accouchement fut déclenché quelques jours plus tard pour que je puisse commencer la chimiothérapie. Une petite fille vient apporter beaucoup de douceur dans ce moment éprouvant. Ma maman et ma belle-maman se relayèrent plusieurs mois dans notre foyer pour pallier la fatigue qui me tenait au lit plusieurs heures par jour. Je ne les remercierai jamais assez. En parallèle, les salons de chimio de l'hôpital Jean Perrin se faisaient l'écho du bavardage des amis qui m'accompagnaient à chacune de mes cures. L'une se fit couper les cheveux très courts par solidarité. Une autre n'oubliait jamais un seul de mes rendez-vous. Une autre encore me mitonnait de vrais festins pour mes séances. À l'issue de la chimio, un chirurgien procéda à une tumorectomie, puis je réalisai 33 séances de radiothérapie. J'appris au même moment que la génétique n'était pas mise en cause dans mon histoire. Les pourquoi n'ont parfois pas de réponse, il faut vivre avec. Peu après, alors que tout me laissait croire que c'était impossible, je portais à nouveau la vie. Comment ce corps si fragile pouvait-il encore se projeter dans le futur ? Après un terrible dilemme, le choix de la raison éclipsa finalement celui du cœur et me fit abandonner cette incertaine promesse de bonheur. Cette épreuve fut certainement la plus douloureuse de ce parcours. Puis, quelques mois après cet épisode et la fin des traitements, le soleil se barda à nouveau de noir. On m'annonçait une récidive au niveau des ganglions mammaires internes, c'est-à-dire dans le thorax. Une nouvelle biopsie montra également une mutation du cancer passant du statut HER2 positif à celui de triple négatif. Depuis un peu plus d'1 an, je suis donc à nouveau en soins. Je bénéficie dernièrement du Trodelvy, une chimio que les patientes recevaient encore récemment à l'étranger, mais que le collectif des triplettes a permis l'utilisation en France. Sans artifice, ma tête est à nouveau aussi nue que la première fois. Mais ce produit semble pour l'instant stopper la progression de la tumeur. Merci aux triplettes. J'ai pas fini. Mon parcours de soins est long et sinueux. Mon insouciance enterrée, j'ai appris à vivre avec les effets secondaires, la fatigue, l'émotivité exacerbée et les vertiges de la mort qui me traversent souvent. L'épreuve rend tangible la finitude de notre existence face à laquelle nous détournons d'ordinaire le regard. Je vis ainsi chaque anniversaire avec une profondeur nouvelle. Voir grandir et vieillir, quel privilège! L'action combinée des traitements, de l'amour et de l'espoir des miens prolonge ma vie. La maladie n'a pas éteint l'étincelle qui brille dans les yeux de mon mari. Pour mes enfants, je vais à l'hôpital comme papa va au travail. Leurs bisous, petits bobos et chatouilles inopinées font de moi une maman comme les autres. Par chance, le statut de maman laisse peu de place à celui de malade. Quand retrouver doudou devient une urgence vitale, peu importe si l'on était en chimio 3 heures auparavant. Je garde foi en des jours meilleurs, continuant de tirer des plans sur la comète et de réaliser certains rêves. Mon mari et moi explorions par exemple la Toscane la semaine dernière. Une médecine douce qui fait remonter en flèche le baromètre du bonheur. Toutefois, me revient souvent à l'esprit la phrase d'une radiologue parisienne lors d'un banal contrôle de fibroadénome il y a une dizaine d'années. « Mademoiselle, si vous étiez plus âgée, je vous dirais que vous avez un cancer du sein. » Je n'interprète pas ces mots, mais je ne les oublie pas. Et j'espère que vous, professionnels de santé, ne les oublierez pas non plus. Merci de votre attention.
Merci Nelly pour ton témoignage très touchant. Et merci encore docteur Mouret-Régnier. J'ai croisé Marie la semaine dernière en ville. Tu savais que sa sœur a été diagnostiquée récemment d'un cancer du sein? Ah non, je ne savais pas. Et sa tante aussi, elle en a eu un il y a 5 ans. Tu sais, la sœur de son père. C'est pas de chance quand même, ils enchaînent dans sa famille. Tu parles de pas de chance, hein. À l'hôpital, ils pensent que c'est héréditaire. D'après les cas qu'il y a eu dans la famille de son père, ils ont proposé à la sœur de Marie de passer des tests génétiques. Ah bon? Mais c'est la famille de son père. Donc ça ne peut pas être héréditaire, puisque c'est un cancer du sein. La semaine dernière, j'ai vu un reportage à la télé et il parlait du cas d'Angelina Jolie. Mais il ne parlait pas d'un lien avec les chromosomes X ou Y. Si ça se trouve, le père aussi, hein, il peut transmettre. J'y connais rien en génétique. Bonjour, alors je m'appelle Aurore Mercier, je suis ambassadrice de l'association Génétique Cancer en Auvergne, en particulier sur la zone de Vichy. Et je suis accompagnée de Christine Coupa, qui est ambassadrice sur Clermont-Ferrand. Dans certaines familles, le cancer frappe plus souvent, plus jeune, plus fort, sans que l'on puisse mettre en cause des facteurs environnementaux ou une mauvaise hygiène de vie. C'est sur ce constat et en lien avec les besoins spécifiques qui vont en découler que l'association Génétique Cancer a été créée par Laetitia Mendes en 2016. C'est donc une association de patients qui luttent contre les cancers d'origine génétique. Laetitia a vu sa famille particulièrement touchée par les cancers du sein et elle a été, bien avant Angelina Jolie, la première femme à demander à seulement 26 ans l'ablation totale de sa poitrine, donc la mastectomie prophylactique. Le but de notre association, c'est de témoigner, d'accompagner, d'informer les personnes qui se posent des questions sur leur histoire familiale en lien avec le cancer. Et nous sommes joignables en particulier sur les réseaux sociaux, mais aussi via notre site internet. 5 des 6 ambassadrices auvergnates sont présentes ce soir, donc vous pourrez dialoguer avec nous tout à l'heure, avec chacune des spécificités. Une mutation transmise tantôt par le père ou par la mère, des cancers du sein pour 3 d'entre nous triple négatifs, pour Marianique un cancer hormonodépendant et Émilie, qui est aussi présente, n'a pas eu de cancer du sein et donc la connaissance de sa mutation va pouvoir l'aider à anticiper les risques. On en parlera un peu plus tard. Donc, l'association Génétique Cancer a 3 missions principales. Donc, la première mission est d'accompagner les patients et leurs familles. Donc, nous accompagnons les personnes qui sont concernées par un risque dans leur famille, les personnes qui s'interrogent pour savoir si elles peuvent faire un test génétique, et également les personnes qui viennent d'apprendre qu'elles sont porteuses d'une mutation génétique. Donc, ces personnes nous contactent pour échanger avec nous. On est toutes dans l'association Génétique Cancer porteuse d'une mutation génétique, donc elles cherchent en nous des réponses à leurs questions, notre retour aussi par rapport à notre expérience face à cette annonce. Chaque mois, nous organisons un groupe de parole à l'espace rencontre et information du Centre Jean Perrin. Nous sommes accompagnés par un oncopsychologue pour mener ces groupes de parole. Nous le remercions. En 2021, en Auvergne, nous avons mis un projet en place, ce sont les box sans gêne, donc des box à destination des femmes qui vont subir une chirurgie donc préventive ou curative, la mastectomie. Donc dans cette box, nous avons fait le choix de mettre des produits que ces femmes vont avoir besoin d'acheter quand elles vont subir cette opération. Ces articles qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc il était important pour nous de les accompagner concrètement. La deuxième mission de l'association, c'est d'informer et de communiquer autour du risque génétique. Donc nous organisons des conférences grand public, mais également des conférences pour des professionnels de santé, comme celle que nous organisons ce soir. Grâce à notre comité scientifique qui encadre notre association, nous avons rédigé 3 livrets d'informations. Donc le premier sur l'intérêt du test génétique, donc à destination des personnes qui s'interrogent, pour qu'elles sachent quel est pour elles l'intérêt de faire un test.
Le livret sur l'annonce aux proches, quand on doit annoncer à notre entourage qu'on est porteur d'une mutation génétique. Donc ce livret reprend un petit peu les phrases et comment l'annoncer. Il faut savoir qu'en France, nous sommes obligés d'annoncer à notre entourage dès lors qu'une mutation est annoncée dans notre famille. Et enfin, la 3e brochure sur les chirurgies de réduction des risques. Notre 3e mission est de collecter des fonds pour la recherche spécifique sur les cancers génétiques. Donc nous organisons des événements. Depuis 2 années, nous avons organisé une course virtuelle qui nous a permis de collecter des fonds. D'autres actions également sont organisées en région. Et nous avons la chance à Clermont de pouvoir reverser une grande partie de ces fonds au service d'oncogénétique du Centre Jean Perrin, dont fait partie le docteur Cavaillé. D'ailleurs, donc, docteur, je vais vous laisser vous présenter et nous dire quel est votre travail au Centre Jean Perrin. Alors, tout d'abord, merci beaucoup. Je suis très heureux d'intervenir ce soir pour vous présenter les prédispositions héréditaires au cancer, en particulier donc touchant le sein et chez les femmes jeunes. Donc, je suis oncogénéticien au Centre Jean Perrin et donc j'assure la prise en charge des patientes et des familles également qui présentent une prédisposition héréditaire que je vais vous présenter dès maintenant. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer concrètement ce qu'est un cancer génétique ? Alors, bien sûr. Donc, en réalité, comme l'a évoqué le docteur Pierre Dalloz juste avant, le cancer est une maladie génétique, c'est-à-dire que l'ensemble des cancers sont secondaires à des altérations génétiques. Par contre, on peut répartir ces cancers en 3 catégories différentes en fonction, d'une part, de la présence ou de l'absence d'une prédisposition héréditaire, et d'autre part, du poids de cette prédisposition dans la survenue d'un cancer. Donc, en réalité, la plupart, dans environ 3/4 des cas, les cancers sont dits sporadiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas associés à une prédisposition particulière. Et en réalité, ce sont des facteurs de risque liés au vieillissement en particulier, donc à l'âge, au mode de vie, la consommation d'alcool et de tabac par exemple, ou à l'environnement, comme l'exposition professionnelle ou l'exposition aux UV, qui vont induire des altérations génétiques responsables de l'apparition d'un cancer. Dans 15 à 20% des cas, on décrit ce que l'on appelle des prédispositions polygéniques, c'est-à-dire qu'il y a des prédispositions concernant plusieurs gènes qui ne sont par contre pas suffisantes pour induire un cancer, mais qui sont nécessaires en association avec des facteurs de risque environnementaux ou liés au mode de vie que je viens de vous présenter pour induire des risques de cancer. Ce sont ce qu'on appelle classiquement les formes familiales de cancer, mais qui ne sont pas à très haut risque. Et enfin, dans 5 à 10% des cas, on parle de prédisposition héréditaire monogénique. Et dans cette situation, une mutation présente dans un gène de prédisposition au cancer va être associée à un très haut risque de cancer. Et ce sont des mutations qui sont suffisantes et nécessaires pour induire l'apparition d'un cancer. Donc 5 à 10%, ça peut représenter finalement une faible proportion de cas, mais en réalité, du fait de la fréquence malheureusement des cancers, environ 20 000 à 40 000 nouveaux cas de cancer par an en France sont secondaires à une telle prédisposition. Et donc l'oncogénétique vise à prendre en charge ces formes très particulières de cancer. Donc, je vais revenir brièvement sur la génétique du cancer. Donc, notre corps est composé d'environ 30 000 milliards de cellules et à l'intérieur du noyau de chacune d'entre elles, il y a ce qu'on appelle des chromosomes qui sont des supports de notre génome avec 46 chromosomes, 23 hérités de notre père et 23 hérités de notre mère, donc avec une parité parfaite et une paire de chromosomes sexuels, donc XY ou XX en fonction de notre sexe. Et ces chromosomes contiennent 18 000 gènes, donc également avec 2 copies de chaque gène, l'une héritée du père et l'autre de la mère, et dont 2 familles sont responsables de l'apparition des cancers, que sont les gènes suppresseurs de tumeurs, donc qui sont des freins à l'apparition
d'un cancer, et ce qu'on appelle les oncogènes, qui sont plus rarement impliqués dans les risques héréditaires, surtout dans les formes sporadiques, qui sont des accélérateurs d'apparition de cancer. Dans le premier cas, comme vous pouvez le voir, le cancer nécessite une inactivation séquentielle des deux copies du gène. Une première mutation inactive une copie, et une deuxième mutation au cours de temps intervient, inactive la deuxième copie et induit l'apparition d'un cancer. Concernant les oncogènes, c'est un petit peu différent. Une seule mutation est suffisante pour favoriser l'apparition des cancers, mais encore une fois, c'est un mécanisme qui est beaucoup moins impliqué dans les risques héréditaires de cancer. Donc de façon un petit peu plus visuelle, vous pouvez voir que dans les formes sporadiques, donc sans prédisposition, lorsque l'on est, donc les personnes sans prédisposition n'ont pas de mutation présente dès la naissance dans un gène de prédisposition au cancer, dans un gène suppresseur de prédisposition. Puis au cours du temps, du fait de la pression de facteurs de risque environnementaux ou liés au mode de vie, une première mutation inactivatrice va apparaître sur une copie du gène, puis une deuxième dans une cellule qui va induire l'apparition d'un cancer. Vous pouvez voir par contre que dans les formes prédisposées, dès la naissance, l'ensemble des cellules de l'organisme ont déjà une mutation dans une copie du gène de prédisposition au cancer. Et donc, le deuxième événement qui va inactiver la deuxième copie du gène sera malheureusement beaucoup plus fréquente et beaucoup plus précoce que dans les formes sporadiques, ce qui explique que dans les formes prédisposées, les cancers, et nous le verrons plus tard, mais ce sont des points d'alerte, apparaissent de manière plus précoce et de manière plus fréquente. Et donc la prédisposition a deux grandes conséquences pour les patientes. Et ces conséquences vont être définies par deux notions que sont la pénétrance et l'expressivité. Donc ce sont des termes du jargon entre guillemets d'oncogénéticiens, mais la pénétrance définit simplement quel est le risque au cours de la vie, une personne qui présente une prédisposition héréditaire au cancer, quel est le risque de développer donc au cours de sa vie un cancer en comparaison généralement à la population générale. Et l'expressivité, c'est de quel cancer suis-je à risque du fait de cette prédisposition, parce que malheureusement, dans les formes génétiques prédisposées, la mutation dans un seul gène n'induit pas un risque de cancer, mais induit différents risques de cancer qui sera nécessaire de prendre en charge. Et la deuxième conséquence, donc je vous indiquais que l'ensemble des cellules de l'organisme étaient concernées par la mutation, les formes génétiquement prédisposées, et donc ça concerne également ce qu'on appelle les gamètes, c'est-à-dire donc les spermatozoïdes et les ovocytes. Et donc, de ce fait, ce sont des mutations qui sont transmissibles à la descendance. D'accord ? Donc, vu que l'on a deux copies de chaque gène, donc ici représentées en bleu et en rose, lorsqu'on conçoit un enfant, on transmet soit la copie bleue, soit la copie rose, et le conjoint fait l'inverse. Et donc, on a 50% de risque de transmettre la mutation à sa descendance. Et à ce moment-là, si la mutation est transmise, le descendant aura la prédisposition héréditaire au cancer et pourra la transmettre à son tour avec un risque de 50% à sa descendance à lui. Et si la mutation n'est pas transmise, la chaîne de transmission s'arrête. Donc la personne, le descendant, n'aura pas la prédisposition et ne pourra pas le transmettre ensuite à sa propre descendance. Donc il n'y a pas de saut de génération dans les risques héréditaires de cancer. Et dans ce schéma, les hommes peuvent être concernés par une prédisposition héréditaire au cancer et peuvent donc la transmettre à leur descendance, sans toutefois, en fonction du gène, parfois sans avoir de risque héréditaire particulier, mais ça n'empêche pas la transmission ensuite à la descendance. Donc quelques chiffres concernant, ou quelques descriptions plutôt, concernant le risque héréditaire de cancer du sein et de l'ovaire, donc qui est un syndrome qui concerne entre 5 et 10% des cancers du sein et jusqu'à 20% des cancers de l'ovaire. Ce sont des syndromes qui impliquent un certain nombre de gènes, dont les plus fréquents sont les gènes BRCA1, donc, dont était atteinte Angelina Jolie, et le gène BRCA2. Et ces gènes exposent à deux risques de cancer chez la femme, à un très haut risque de cancer du sein. Donc pour avoir un ordre de grandeur, c'est aux alentours de 70% au cours de la vie
de déclarer un cancer du sein, ce qui est considérable comparé à un risque de 10% dans la population générale, et un risque d'environ, alors ça varie en fonction de l'hygiène, mais pour BRCA1 aux alentours de 40% de déclarer un cancer de l'ovaire, et pour BRCA2 entre 4 et 18%. Donc ce qui est considérable en comparaison à un risque d'1% en population générale. Un point important pour BRCA2, je vous disais tout à l'heure que BRCA1 par exemple n'est pas associé à un risque de cancer chez l'homme. BRCA2 par contre induit des surrisques de cancer chez l'homme, en particulier des risques de cancer du sein, très rares en population générale, avec des risques estimés entre 7 et 10% au cours de la vie, et des surrisques également de cancer de la prostate, avec des formes plus précoces et plus agressives que les formes sans mutation BRCA2. Et un point important, l'hétérogénéité, l'implication de différents gènes est associée donc à des présentations cliniques qui sont différentes, mais le plus souvent avec BRCA1 et BRCA2, les présentations ne sont non syndromiques, c'est-à-dire que l'examen clinique du patient ne permet pas de suspecter un risque héréditaire de cancer et la présence d'une mutation, donc il va falloir s'appuyer sur d'autres arguments que je vais vous présenter par la suite. Oui, alors du coup, on va proposer des tests génétiques. Et quel est l'intérêt en fait de faire un test génétique pour une jeune femme? Quel est l'intérêt de connaître en fait ce risque? Alors, le test génétique se déroule de la façon suivante. Lorsqu'on suspecte un risque héréditaire de cancer, on va proposer une consultation d'oncogénétique et on va déterminer en fonction de critères individuels ou familiales s'il y a une suspicion confirmée de test génétique. Si cette suspicion est confirmée, on réalise des prélèvements. Donc il y a un prélèvement sanguin et un prélèvement par frottis jugal. Ces prélèvements se font, bien entendu, sont encadrés sur le plan réglementaire. Il est nécessaire, avant toute analyse génétique, d'informer le patient et de recueillir son consentement. Donc ça, c'est très important. Et à partir des prélèvements, nous allons extraire l'ADN que l'on va analyser sur une machine qui s'appelle un séquenceur. Et à l'aide de l'informatique, on va pouvoir lire l'ADN du patient et interpréter les gènes et déterminer s'il y a ou non une mutation. Et une fois que cette interprétation est terminée, on remet le compte-rendu de génétique au patient au cours d'une consultation individuelle. Donc c'est des comptes-rendus qu'on n'envoie pas par la poste ou au médecin traitant, c'est remis au cours d'une consultation individuelle et on détermine sa prise en charge avec deux cas de figure principaux. Soit on trouve une mutation et à ce moment-là on proposera des mesures de dépistage et de prévention adaptées qui vont permettre de prendre en charge les surrisques de cancer qu'il présente. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, de débuter ce qu'on appelle une enquête génétique familiale, c'est-à-dire que l'on va pouvoir proposer dans la famille des tests ciblés sur la mutation pour déterminer, même chez les patientes les apparentées indemnes, pour déterminer si elles présentent ou non un surrisque et leur proposer donc une prise en charge adaptée. Et donc, comme l'évoquait Christine, il y a une obligation en France, par contre, pour un patient qui présente une mutation, d'informer la parentèle pour qu'il n'y ait pas de perte de chance chez ces derniers de la présence d'une mutation dans la famille et leur laisser la possibilité de bénéficier de ce test et donc d'une prise en charge adaptée. Le deuxième cas de figure, c'est une absence de mutation. Donc là, on se montrerait rassurant, il n'y aurait pas de très haut risque de cancer et il n'y aura pas lieu de proposer de tests génétiques complémentaires dans la famille. Par contre, il sera nécessaire d'adapter le suivi tout de même en fonction de l'histoire familiale. Et donc en termes de prise en charge, parce que je vous parlais de dépistage et de prévention, donc il sera nécessaire, dès l'âge de 20 ans, dans le cadre des mutations BRCA1 et BRCA2, dès l'âge de 20 ans, de mettre en place un suivi médical annuel qui va reposer sur un examen clinique des seins. Et cette surveillance va être ensuite complétée dès l'âge de 30 ans par des mesures de dépistage. Donc le dépistage, l'objectif, c'est de détecter des lésions tumorales, si elles apparaissent, à un stade le plus précoce possible pour améliorer le pronostic et la prise en charge des patientes. Donc le dépistage repose sur la réalisation d'une IRM mammaire, donc c'est un examen d'imagerie qui permet de détecter des lésions de très petite taille, complété par une mammographie, et donc de maintenir 6 mois plus tard un examen clinique des seins.
La deuxième prise en charge possible pour les patientes qui présentent une mutation BRCA1 ou BRCA2, c'est la prévention. Donc là, le concept est différent. L'idée n'est pas de détecter à un stade précoce une lésion, mais d'empêcher la survenue de la lésion ou d'intervenir avant. Et donc ceci repose sur la chirurgie. Soit sur la chirurgie mammaire, c'est-à-dire on va proposer aux patientes dès l'âge de 30 ans, une ablation préventive des seins, donc qui est réalisée dans un contexte et un circuit un petit peu particulier, avec l'appui de psychologues et des chirurgiens. Et dès l'âge de 40 ans, ce qu'on appelle pour BRCA1 et 45 ans pour BRCA2, une annexectomie prophylactique, c'est-à-dire une ablation préventive des trompes et des ovaires pour supprimer quasiment le risque de cancer de l'ovaire. Donc il y a un réel intérêt pour ces patientes parce que le dépistage est efficace, c'est-à-dire qu'on voit très bien que les mesures de dépistage, lorsqu'elles sont mises en place, permettent d'améliorer donc la survie, les pronostics des lésions mammaires identifiées. Et l'annexectomie prophylactique est un traitement également extrêmement efficace avec des risques résiduels très faibles. Et donc c'est vraiment important pour ces patientes d'être prises en charge. Je rajouterais que moi, par exemple, le fait d'avoir la connaissance de la mutation pendant mon protocole de soins, ça m'a permis d'accéder à un essai clinique qui était en phase 3 de recherche et qui a mis ensuite sur le marché l'olaparib, c'est le Lynparza. Et le but, c'est d'améliorer significativement la survie globale des patients mutés BRCA et qui avaient un cancer du sein précoce. Donc c'est vrai que c'est aussi important parce qu'on peut là encore bénéficier d'essais cliniques. Aussi, moi, on m'avait proposé le dépistage, en fait, le test génétique, pour 2 raisons. D'abord, j'ai eu un cancer du sein triple négatif en cours de grossesse, donc ça, c'était une chose qui pouvait faire penser à un risque génétique. Et puis, il y avait aussi la mutation génétique qui était déjà identifiée dans ma famille paternelle. Mais du coup, de façon générale, est-ce qu'on peut expliquer aux professionnels ici présents comment identifier une patiente qui aurait un risque génétique, qui serait concernée? Est-ce qu'on pourrait lister les différentes situations, les différents cas de figure où on va proposer ce test? Alors, tout à fait, comme je vous disais tout à l'heure, la particularité en réalité des syndromes de prédisposition associés à BRCA1 et BRCA2, c'est qu'il n'y a pas à l'examen clinique d'éléments qui permet de confirmer ou d'infirmer le diagnostic, ou du moins de le suspecter. Donc il va falloir se baser sur des critères liés au patient lui-même, donc du fait de l'apparition plus précoce et plus fréquente de cancer, ou de type de cancer particulier, et sur son histoire familiale. Donc les critères d'analyse génétique, classiquement, ce sont des cancers du sein qui surviennent à un âge anormalement jeune. Donc les médianes de survenue de cancer du sein sont aux alentours de 60 ans. Avant 41 ans, il y a une indication systématique d'analyse génétique à la recherche d'une prédisposition. Et dans quelques rares cas de forme très jeune, avant 31 ans, il y a une prise en charge un petit peu particulière en urgence qui doit être mise en place parce que ça peut adapter le traitement immédiat des cancers du sein avec l'implication d'autres gènes, en particulier le gène TP53 qui est impliqué dans le syndrome de Liefeld-Meniere. Le type de cancer également est important. Donc on sait, donc Marie-Ange disait tout à l'heure que le cancer du sein triple négatif était particulièrement associé aux mutations BRCA1. Donc on sait que ces cancers représentent entre 15 à 20% des cancers du sein et on retrouve une mutation BRCA1 dans près de 20% des cas dans cette situation. En sachant que la plupart des cancers du sein déclarés chez les patientes qui présentent une mutation BRCA1 seront des cancers du sein triple négatif. Donc c'est une indication systématique. L'atteinte contralatérale également, c'est-à-dire une atteinte de l'autre sein, est un argument important parce qu'on sait que ces patientes sont à sur-risque de déclarer un cancer sur l'autre sein, qu'il est nécessaire donc de prendre en charge soit par le dépistage, soit par la prévention, dont un cancer survient avant 51 ans. Le cancer de l'ovaire, la plupart des cancers épithéliaux de l'ovaire
sont une indication systématique du fait du poids de la prédisposition dans la survenue de ces cancers, de l'ordre de 20%. Il y a également un intérêt, donc vous aviez parlé de l'intérêt thérapeutique dans le cancer du sein, ça peut être également vrai dans le cancer de l'ovaire, où les traitements par inhibiteurs de PARP peuvent être proposés. Le cancer du sein chez l'homme est évocateur des mutations dans le gène BRCA2, et il y a certaines associations également chez les patientes du fait du spectre tumoral, des autres risques de cancer associés aux mutations BRCA1, BRCA2, comme le cancer du pancréas et le cancer du sein. Donc ça, ce sont les critères individuels. Quelle que soit l'histoire familiale, on sait déjà, il y a des éléments qui permettent d'orienter le généticien sur l'indication du test ou le médecin. Il y a également donc, des critères familiaux. Donc les prédispositions sont héréditaires, donc elles sont, dans le cas des syndromes BRCA1, BRCA2, elles sont systématiquement héritées du père ou de la mère. Il n'y a jamais d'apparition de mutation de novo, contrairement à d'autres syndromes. Donc généralement, systématiquement, lorsque une patiente présente ou un patient présente une mutation BRCA1, BRCA2, d'autres personnes seront concernées dans la famille. Et donc on calcule de façon très simple, ce qui permet d'orienter les patients vers une consultation d'oncogénétique. C'est un calcul de score très simple par branche parentale. On regarde le nombre de cancers du sein ou de l'ovaire survenus dans chaque branche. S'il y a des cancers de l'ovaire ou des cancers du sein chez l'homme, qui sont des critères d'indication d'analyse systématique, et en fonction du nombre et de l'âge de survenue de ces cancers, on calcule un score. Et un score à partir de 3 est une indication de consultation. Et à ce moment-là, on peut voir les patients et confirmer l'indication de l'analyse génétique. Et donc, Christine, vous avez été confrontée donc, à cette situation. Et je vais vous laisser la parole pour en témoigner. Merci. Donc aujourd'hui, j'ai 43 ans et à l'âge de 36 ans, j'ai été atteinte d'un cancer du sein triple négatif. Mon histoire, en fait, commence avec l'histoire de ma maman qui a eu un cancer du sein à l'âge de 41 ans. Et 5 ans plus tard, sa sœur a eu également un cancer du sein à l'âge de 36 ans. Donc on était dans les années 90. À l'époque, elles ont questionné les médecins pour savoir si le cancer pouvait être héréditaire. On ne parlait pas encore de génétique à l'époque. Et on leur a répondu, non, le cancer ne se transmet pas. Donc on n'était vraiment pas informés à l'époque de ce risque. Ma maman a guéri de son cancer. Ma tante, malheureusement, en est décédée à l'âge de 41 ans. En 2005, ma maman a récidivé à l'âge de 58 ans. Et là, on nous a évoqué la probabilité d'un risque génétique et surtout que notre famille pouvait être concernée. Donc on nous a proposé de faire ce test qui s'est révélé positif. Donc nous étions porteuses de la mutation BRCA1, donc ma maman et moi-même. Donc dès que j'ai eu 30 ans, dès l'âge de 30 ans, on m'a proposé d'intégrer un protocole de suivi spécifique par rapport à cette mutation. Donc j'ai été vue tous les ans en consultation et on m'a proposé de passer une échographie, une mammographie et un IRM mammaire. Ma maman est malheureusement décédée de son cancer en 2010. J'ai ensuite eu une petite fille, mais j'ai toujours fait mon suivi. Tous les ans, j'allais me faire suivre au centre Jean Perrin. Et c'est ainsi que lors d'un contrôle en 2015, on m'a découvert un cancer du sein, triple négatif. Il a été pris très tôt, comme vous le disiez. À l'examen clinique, il n'y avait pas de signe. À l'échographie, il n'y avait pas de signe. À la mammographie, il n'y avait pas de signe. C'est vraiment l'IRM et la biopsie qui ont révélé ce cancer. Donc le suivi que j'ai eu, le suivi annuel, a permis de détecter ce cancer tôt. Comme on le disait tout à l'heure, de meilleurs pronostics également. On m'a toutefois fait un traitement lourd, du fait de mon histoire familiale, que ma tante était décédée jeune, que ma maman également était décédée. Donc j'ai eu le protocole classique chimiothérapie. À la fin de mes traitements, on m'a proposé donc, de subir une chirurgie permettant de réduire ainsi le risque de récidive. Donc, vous l'avez évoqué, le risque de récidive dans le sein et le sein, un risque contralatéral est important. Donc j'ai suivi la mastectomie. Donc on m'a enlevé les deux seins,
On me les a reconstruits dans la même opération avec des prothèses. Donc c'est une opération qui est assez lourde, mais qui se fait et qui se vit plus ou moins bien pour certaines personnes, mais pour moi, ça s'est bien passé. Cette intervention m'a surtout permis d'enlever cette épée de Damoclès que j'avais sur la tête, ce risque énorme de récidive qui pesait sur ma tête et qui me hantait de par le parcours de ma maman et de ma tante. Donc cette opération a été une vraie délivrance pour moi par rapport à ce risque de récidive dans le sein. Ce risque est également valable sur les ovaires, vous venez de le dire. Donc, quand j'ai eu 41 ans, on m'a proposé également de m'enlever les ovaires et les trompes. Donc, j'ai eu une deuxième intervention et on m'a enlevé ces ovaires et ces trompes. Donc, du coup, pour rebondir sur ce que disait Angélique tout à l'heure, moi, je suis ménopausée. Je sais ce que ça fait d'être ménopausée à 41 ans. C'est pas très agréable, mais malgré tout, j'ai sauvé ma peau. Enfin, je vois ça comme ça. Donc, je préfère avoir ces effets et voir grandir mes enfants. Donc, ces opérations étaient une délivrance, une anticipation d'un risque que je savais très élevé. La connaissance de la génétique m'a malheureusement pas empêchée d'être malade, mais comme je vous le disais, elle m'a permis d'être détectée tôt, d'être prise en charge tôt et d'avoir un pronostic plus positif que d'autres personnes. Je suis donc maman de 2 petites filles. Maintenant, mon combat, il est pour elles, pour qu'elles se fassent dépister, qu'elles soient suivies, qu'elles soient accompagnées, qu'elles ne soient jamais confrontées à la maladie. Donc pour moi, le test génétique est important. Et le test qu'elles pourront faire quand elles auront l'âge de le faire leur permettra de savoir et de prendre les bonnes décisions. Et donc de savoir pour pouvoir agir. Merci. Un cancer métastatique, t'es sûr d'avoir bien entendu? Et puis métastatique, c'est quand ça récidive le cancer. Non, je te dis, je pense que t'as rien compris à ce qu'elle t'a dit. Julie, elle a 31 ans, elle vient juste d'avoir son diagnostic métastatique. Ça veut dire que son cancer s'est propagé dans plusieurs organes, non? Tu me mets le doute là, mais si, elle a bien dit métastatique d'emblée. D'emblée. Alors, on va terminer la soirée en disant un mot sur le cancer du sein métastatique. Et d'ailleurs, à cet effet, on a encore une question pour vous, docteur Dalloz. Un cancer du sein peut-il être d'emblée métastatique ou récidiver avec une métastase? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut vraiment dire métastatique? Oui, donc merci pour la question. Donc là, ce soir, je réponds surtout à des questions d'ordre général. Alors, c'est une bonne question en fait, parce que c'est vrai que c'est pas si simple à comprendre comme concept, et notamment pour nos patients, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a souvent donc du coup une confusion entre le fait d'avoir l'impression d'avoir plusieurs cancers et le fait de comprendre que en fait tout vient du cancer primitif. Alors, une fois de plus, on va utiliser ces petits dessins qui sont assez bien faits. Donc, typiquement pour le cancer du sein, donc comme vous le voyez, bien sûr, il y a une tumeur primitive qui va se développer localement. Et malheureusement, cette tumeur peut venir envahir donc en profondeur les tissus et notamment ensuite aboutir à une invasion donc au niveau vasculaire ou lymphatique et qui va donc entraîner la diffusion de cellules cancéreuses, donc qu'on voit là au niveau des vaisseaux, et qui va donc pouvoir toucher d'autres organes. Alors, les métastases, évidemment, ne vont pas toucher dans la même proportion les différents organes. Donc là, on prend vraiment le modèle du cancer du sein. Donc le cancer du sein, comme vous le voyez, peut toucher d'abord et avant tout donc, les ganglions axillaires, donc sous le bras du même côté que le cancer essentiellement, même s'il y a d'autres chaînes ganglionnaires qui peuvent être également touchés. Donc ça va être à peu près 30 à 50% donc des cancers qui vont avoir donc une extension ce qu'on appelle locorégionale donc aux ganglions, et c'est pour ça que donc vous le savez, lorsque ces ganglions sont touchés, il va être nécessaire d'effectuer un curage ganglionnaire, c'est-à-dire d'enlever les chaînes ganglionnaires à ce niveau. Alors deuxième site métastatique, l'os. Donc ça tout le monde le connaît, hein, donc on parle souvent voilà,
un cancer des os. Donc le cancer des os, en fait, ça n'existe pas. Ce sont des cancers donc autres qui vont donc métastaser au niveau osseux. Donc dans le cancer du sein, ça va être donc un site très fréquent de métastase, 67% à peu près. Tous les types de cancers du sein, d'ailleurs, vont pouvoir malheureusement déclencher des métastases osseuses, donc qui peuvent avoir des conséquences en termes de douleur, de risques fracturaires notamment. Autre site important, le foie. Donc le foie, donc pour à peu près 40% des métastases. De même, une répartition finalement à peu près identique entre les différents sous-types dont on a parlé au cours de cette soirée. Ensuite, on peut avoir malheureusement aussi une diffusion au niveau des poumons, donc dans 36 à peu près 36-37% des cas. Et enfin, eh bien, également au niveau cérébral, plus rare évidemment, à peu près voilà, 10-15% des métastases, avec cette fois-ci par contre une prédominance très nette donc, pour les cancers HER2 positifs et les cancers triple négatifs. Alors, comment donc ces métastases, on aboutit à ces métastases? Donc, là, vous le voyez un petit peu en bas à droite, la diffusion se fait donc via, bien sûr, les circuits lymphatiques et sanguins qui sont présents dans notre organisme. La métastase ne crée pas de nouveaux réseaux, elle va emprunter finalement les réseaux qui sont connus, elle va d'ailleurs diffuser dans ces vaisseaux lymphatiques ou sanguins avec un mécanisme qui est proche de celui donc, des cellules sanguines classiques. Alors, juste un petit rappel, parce que finalement on n'en a pas parlé. Donc, comment ça se décompose au diagnostic, hein, les différents stades de cancer du sein? Donc, les stades localisés, heureusement, sont largement majoritaires. Donc, vont être autour de 60% donc, au diagnostic de cancers qui vont être localisés. Les extensions régionales, donc les atteintes ganglionnaires, ça va représenter, donc on reste sur des stades tout de même localisés qui sont accessibles à une chirurgie. Et donc ces atteintes ganglionnaires et ces stades d'extension loco-régionale, c'est à peu près 30% des cancers. Et les stades avancés, donc les stades métastatiques, au diagnostic, autour à peu près de 10%. Donc on le voit, ça reste minoritaire. On peut le mettre en parallèle avec les cancers du poumon, où là on est autour de 50% malheureusement de tumeurs qui sont d'emblée métastatiques au diagnostic. Donc vraiment très, très différent. Alors rassurez-vous, on ne va pas ouvrir le grand chapitre des cancers métastatiques, parce que là on plongerait dans un puits sans fond, et je crois qu'on est bientôt à la fin de la soirée. Donc juste quelques données par rapport, un focus un petit peu sur les cancers triple négatifs. Donc le docteur Mouret en a déjà parlé, on revient rapidement dessus. On dispose maintenant en France, notamment, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'habitude d'avoir surtout des grandes données épidémiologiques sur les bases de données américaines, et là donc en France a été montée une cohorte de suivi de cancer du sein, donc des patients qui ont été traités dans les centres anticancéreux, ça s'appelle la cohorte ESME, qui nous donne une vision donc très intéressante en vie réelle des cancers du sein. Bon, à gauche, vous revoyez un petit peu les différents sous-types, donc avec le cancer triple négatif pour à peu près donc 15-20%. Alors, est-ce que les cancers triple négatifs sont finalement plus fréquemment métastatiques au diagnostic? Eh bien, si on regarde les données de cette cohorte, non. Finalement, on a des proportions relativement proches entre les différents sous-types. Alors comme vous le voyez, les chiffres sont très largement supérieurs à ceux que j'ai évoqués, puisque là on est autour de 24%, même 41% pour des tumeurs HER2 positifs. Alors, il y a probablement un biais de sélection qui est lié au fait que ces patients étaient pris en charge dans des centres anticancéreux, donc peut-être avec des cancers plus avancés et des formes un peu plus graves. Alors donc, si le cancer triple négatif n'est pas forcément plus métastatique au départ, malheureusement il a plus de chances de le devenir. Et en effet, si on prend sur un plan global, à peu près 20% des cancers vont devenir métastatiques malgré les traitements qui seront proposés. Alors les cancers triple négatifs, donc c'est exactement la même courbe que le docteur Mouret. Donc vous le voyez donc à droite, la courbe du haut, c'est les autres types de cancers et les cancers de triple négatif, donc la courbe violette. Et donc on voit qu'il y a une probabilité au cours du temps qui va être plus importante de récidive de ces cancers triple négatifs, et surtout, vous le voyez dans les premières années, puisqu'après vous voyez que cette courbe elle s'aplatit à peu près autour de 5 ans, donc c'est-à-dire au-delà de 5 ans, c'est sûr que ces cancers sont probablement guéris. Alors, si donc ces cancers triple négatifs récidivent plus fréquemment, en plus ils vont récidiver plus vite. Et ça on le voit bien sur la courbe, sur le schéma de gauche,
où donc on voit que le temps jusqu'à donc développement des métastases va être plus rapide pour les cancers triple négatifs, environ 25 mois, comparé donc aux tumeurs HER2 positives, 32 mois, mais qui sont donc bien sûr pas loin derrière, puisqu'on sait que ce sont des tumeurs qui ont un fort potentiel de division et de prolifération. Et en tout cas, voilà, les cancers hormonosensibles, cette fois-ci, on va avoir donc un temps médian jusqu'à l'apparition de métastases qui va être beaucoup plus long, qui va être autour de 64 mois. Donc on voit que cette fois-ci, une espèce de barrière des 5 ans, entre guillemets, de suivi est complètement fausse dans ce sous-type de cancer. Alors, voilà. Allez-y. Bon, alors, donc voilà, on ne voulait pas évoquer donc, tout le stade métastatique, c'est bien sûr trop complexe et trop long. Donc, juste pour rappeler, bien sûr, que ça reste une phase particulière de la maladie. On l'a vu à travers des témoignages. On est dans une maladie qui va devenir chronique. Vraiment, on est dans une maladie chronique avec malheureusement une succession de traitements et une maladie qui reste incurable à ce stade métastatique. Alors comment conclure sur tout ça, c'est assez difficile au final. D'ailleurs finalement j'ai changé de conclusion. Je pense que le point moi, que je voudrais évoquer, on en a parlé mais peut-être pas suffisamment évoqué, ça reste quand même évidemment la prévention, le dépistage, la sensibilisation du grand public et des professionnels de santé, puisque on le sait, dans le cancer du sein, clairement, le diagnostic à un stade précoce va permettre d'augmenter les chances de guérison. Et donc, ça va être des éléments très importants. Alors, dans la prévention, malheureusement, du cancer du sein, ça, le docteur Cavaillé en a un peu parlé, c'est vrai qu'il y a quand même peu de facteurs de risque évidents sur lesquels on va avoir des prises, même s'il y a l'alcool, le tabac. Alors, c'est sûr que ça ne va pas avoir les mêmes impacts que dans d'autres cancers, mais ça reste des pistes. Le diabète, évidemment, donc le diabète de type 2, donc ça va passer par quand même l'exercice physique et autres. Le dépistage, donc l'adhésion au maximum des femmes au dépistage est un enjeu primordial, évidemment. Et vu qu'on a parlé quand même des cancers chez la femme jeune, qui ne sont pas donc incluses dans ce dépistage, eh bien c'est une sensibilisation, donc comme on l'a vu au cours des témoignages, c'est-à-dire pour les femmes jeunes de savoir que malheureusement c'est possible d'avoir un cancer du sein à un âge jeune, que toute anomalie au niveau du sein doit faire consulter, et par rapport aux professionnels de santé, c'est de ne pas négliger cette question et d'orienter donc les femmes vers des spécialistes en scénologie pour un diagnostic. Voilà. Merci. Fred, c'est dingue. Après les cuisses, j'ai de la cellulite sur le sein. Rien ne va plus. N'importe quoi. La cellulite sur les seins, t'avais pas mis tes lunettes, non? On peut en avoir que sur les cuisses. Non mais bon, on rigole là, mais c'était pas là le mois dernier. Et depuis qu'on m'a montré comment faire l'autopalpation, je regarde une fois par mois. Je pense qu'il faut que je le montre quand même. Si c'était un cancer du sein. Mais non. À ton âge, c'est pas possible. Même pas 30 ans. En plus, t'es sportive. Tu manges bien. Impossible. Ma mère, elle a commencé les mammographies à 50 ans. Tu t'inquiètes pour rien. Bon, de toute façon, ça tombe bien, j'ai rendez-vous avec mon gynéco dans une semaine. Je vais quand même lui en parler. Ça, je serai rassurée. Je crois qu'on arrive à la fin de cette soirée. Je vais inviter tout le monde à me rejoindre pour le mot de la fin. Alors c'est vrai qu'on risque de se répéter, mais je crois que c'est tellement important de parler prévention qu'on voulait vraiment terminer cette soirée justement en mettant l'accent sur l'importance de la prévention. Alors de par les différentes actions de nos 3 associations, donc certes on ne pourra pas éviter le cancer du sein, mais si on peut éviter les retards de diagnostic qui sont encore trop observés chez la jeune femme parce que on les pense à l'abri d'un cancer du sein, eh bien, en allant au devant du grand public, en leur donnant les clés pour prendre bien soin de leur santé, en les informant, en les sensibilisant, comme vous le disiez tout à l'heure, docteur Dalloz, eh bien, c'est en ça que nos 3 associations peuvent continuer à se mobiliser. Et on l'a dit tout à l'heure, les chances de guérison dépendent beaucoup de la date de la découverte d'un cancer et de sa prise en charge thérapeutique. Alors vous aussi, professionnels de santé, ici présents ce soir, votre rôle est vraiment primordial dans l'écoute et l'orientation des patientes qui peuvent être touchées par un cancer du sein. Nous sommes ravis de vous avoir réunis ce soir et d'avoir pu vous sensibiliser au cancer du sein chez la femme jeune.
Nous espérons que tous ensemble, donc associations, professionnels de santé et vous également, nous arriverons à réduire ces retards peut-être de diagnostic chez la femme jeune. Nos 3 associations travaillent main dans la main avec les professionnels de santé. Donc on remercie chaleureusement le docteur Mouret-Régnier, le docteur Cavaillé, le docteur Dalloz de nous avoir fait confiance, de nous avoir accompagnés ce soir avec leur expérience, leur savoir pour nous éclairer sur le cancer du sein chez la femme jeune. À retenir également de cette soirée, c'est une prise de conscience que le cancer du sein n'apparaît pas qu'à partir de 50 ans. Le dépistage aujourd'hui dans la population, on va dire générale, est à partir de 50 ans. Vous avez un rôle, effectivement, comme on vient de vous le dire, hein, sur ces femmes jeunes qui viennent vous voir et qui peuvent s'interroger sur peut-être une masse qu'elles ont sentie. Donc vous êtes un élément clé aussi pour envoyer ces femmes en consultation ou en scénologie. Le cancer du sein chez la femme jeune a ses spécificités, on en a parlé ce soir, et on a vu aussi qu'il n'existe pas un, mais des cancers du sein. Nous vous remercions encore une fois. C'est une première, cette conférence, le rassemblement de nos 3 associations également, sur un événement. C'est la première fois que le collectif Triplette Rose, que Jeanne et Rose et Génétique Cancer organisent un événement. C'est également la première fois qu'on est autant soutenu par des professionnels de santé. C'est aussi la première fois qu'on réunit des professionnels de santé dans la salle. Si vous avez 5 minutes au moment du cocktail, on vous a mis un petit QR code pour avoir votre ressenti sur cette conférence, voir si elle vous a apporté des éléments nouveaux et si vous aviez d'autres choses que vous auriez aimé voir. Donc si vous avez 5 minutes, ce serait sympa de nous remplir ce questionnaire. Merci à tous. Il faudrait dire aussi un grand merci donc à vous les filles, parce que ça fait quand même depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois quand même, qu'on met beaucoup d'énergie et de cœur à organiser cette soirée, et beaucoup de vocaux sur WhatsApp également. Merci à vous tous, vraiment à vous toutes. Maintenant, on va laisser place aux festivités. Donc, en vous proposant de continuer les échanges, n'hésitez pas aussi à poser vos questions, que ce soit au docteur ou à nous, les associations de patientes. Donc, autour d'un cocktail qui vous est proposé par le traiteur Création Gourmande de Clermont-Ferrand. Et puis, vous aurez aussi le plaisir, tout comme nous, de découvrir le groupe de musique Mélisse Eloé, qui est un groupe de pop élégante féminin. Et Mélanie, l'une des 2 chanteuses, a également été touchée par un cancer du sein jeune. Donc, ça a été vraiment une évidence pour elle comme pour nous que son duo nous accompagne ce soir en musique. Donc maintenant, on va tous et toutes vous souhaiter une très bonne soirée. On continue les échanges tout de suite. La salle du cocktail est au 3e étage. Donc il y a eu des fléchages aussi qui ont été installés. Donc vous pouvez repasser par l'accueil et puis normalement, vous pourrez... Vous serez guidés. Vous serez guidés, voilà, merci.